Voilà. Donc, je disais que l'hypertension artérielle, c'est un peu le pain quotidien de tout praticien hospitalier. Ça n'appartient pas qu'au cardiologue. Et donc, pour ce matin, on va aborder cette silent killer, le tueur de l'ombre, qu'est cette hypertension, problème majeur de santé publique, surtout dans notre contexte à ressources très limitées. Et si vous m'entendez, on peut y aller. Alors, je vous propose d'aborder cette problématique ce matin sous la forme d'un questionnement. Et donc, je ne vais pas vous faire le cours magistral, voilà, un peu parfois ennuyant que nous avons l'habitude de faire tout le temps. Mais je vous propose de vous joindre à moi pour vous poser ces questions. Pourquoi l'hypertension artérielle nous inquiète-t-elle? Pourquoi devons-nous nous inquiéter en Afrique particulièrement? Que faut-il comprendre par hypertension artérielle? Que faut-il comprendre par rapport à sa prise en charge? Et que disent les recommandations sur la prise en charge de l'hypertension artérielle actuellement? Docteur Passinou, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, vous pouvez y aller. Très bien. Je vous entends très Voilà. bien. Et donc, pourquoi l'hypertension artérielle nous inquiète-t-elle actuellement? Vous l'avez dit hein, durant l'introduction, parmi les principales causes de mortalité dans le monde publiées par l'OMS en 2020, les cardiopathie ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux occupent la tête. Et si vous voyez un peu la progression entre 2019 et 2020, entre 2000 et 2019, ces pathologies sont en progression d'une manière générale. Dans les pays à faible revenu, nous voyons qu'il y a toujours les infections néonatales, les infections respiratoires, mais je vous invite à voir la place qu'occupent les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux, mais surtout leur progression depuis l'année 2000. Donc, vous voyez, donc bientôt, ils vont occuper la tête comme partout dans le monde. Et donc, un petit état des lieux sur l'hypertension artérielle dans le monde depuis 1990 également. Et sur cette diapositive, ils ont fait le point d'une manière globale dans le monde. En Occident, à revenus élevés, les pays considérés à revenus élevés, en Asie, en Amérique latine, puis en Afrique. Et ici, je vous invite à regarder, je ne sais pas si mon pointeur apparaît sur l'écran partagé, l'hypertension normalisée représentée en gris clair ici, l'hypertension traitée mais non normalisée en gris foncé, l'hypertension diagnostiquée en orange pâle ou corail, et puis maintenant en rouge, l'hypertension qui n'est pas diagnostiquée. Et regardez un peu en Afrique, au sud du Sahara, ce que ce rouge occupe, hein, ce rouge représentant quand même une hypertension artérielle non diagnostiquée. Et je ne parle même pas de l'hypertension qui est traitée et non contrôlée. Mais l'hypertension qui existe en population générale ou en population chez les personnes adultes et qu'on n'a pas pu encore diagnostiquer. Toujours les causes de décès dans le monde, hein, publiées dans le Lancet, une étude conduite dans 21 pays. Et ici, vous voyez, dans les pays riches, entre guillemets, les cancers occupent toujours la première cause de décès dans les pays riches. Mais dès qu'on passe aux pays à revenus moyens et pauvres, vous voyez la part des maladies cardiovasculaires est donc 40% de décès total dus aux maladies cardiovasculaires dans le monde, 26% occupés par les cancers et 34% pour l'ensemble des causes. Et pour ne pas, bon, je ne cherche pas à vous faire peur, mais toujours, même dans l'année 2020, considérée comme année de la COVID-19, vous voyez, les maladies cardiovasculaires occupaient toujours la tête, quand bien même que la COVID-19 est venue se tailler la part du lion, occuper une place de dans les décès par maladie depuis le début des années 2020. Alors, pourquoi nous devons nous inquiéter en Afrique particulièrement? En Afrique, dans le Lancet, la répartition de l'hypertension dans le monde, l'hypertension concerne, comme l'a dit tout de suite Dr Passino, 1,3 milliard d'hypertendus ont été répertoriés déjà depuis 2010. 349 millions étaient les pays riches, mais regardez, 1,03 milliard dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et donc, vous voyez ici au niveau de la légende,
le nombre de taches rouges, hein, concernant l'Afrique au sud du Sahara. En Afrique au sud du Sahara également, en 2021, toujours la même chose, tout le monde serait concerné en Afrique, les hommes comme les femmes, mais il semble y avoir une légère prédominance féminine en Afrique au sud du Sahara, selon le Lancet en 2021. Alors, maintenant, sommes-nous tous égaux face à l'hypertension artérielle? Il y a la polémique des particularités de l'hypertension artérielle chez les sujets noirs. Cette hypertension serait plus fréquente et plus sévère, serait volontiers celle dépendante et à activité rénale basse. L'atteinte cardiovasculaire semble être identique chez les sujets blancs et noirs, avec essentiellement les facteurs de risque classiques qui s'y associent. L'atteinte rénale est la plus fréquente serait la plus fréquente chez les sujets noirs, conduisant à la prévalence non négligeable de l'insuffisance rénale terminale. Au plan thérapeutique, on a quand même constaté, selon les études, une normalisation relative avec la consommation de sel, potentiellement, et la réduction de la consommation de sel. Et il existe quand même une polémique, toujours une polémique et une controverse quant à l'efficacité moindre de certaines molécules, telles que les inhibiteurs de l'enzyme de constitution, comparés aux diurétiques et aux inhibiteurs calciques. Donc, tout ça, c'est des questionnements. Il y a des études qui en parlent, mais nous allons progresser ensemble et puis essayer de comprendre. Alors, toujours en Afrique, il y a eu cette étude qui a été menée un peu sur la base de la revue de la littérature sur les études qui ont été menées en Afrique. Ces pourcentages d'hypertension artérielle non contrôlée chez les patients avec des comorbidités en Afrique au sud du Sahara. L'hypertension non contrôlée concernerait 76% des patients insuffisants rénaux, 74% des patients diabétiques, 83% des patients vivant avec le VIH et ne serait pas contrôlé non plus dans 73% des cas chez les patients souffrant d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, au Burkina Faso, quelques chiffres, puisque c'est ici que j'exerce actuellement. La prévalence en milieu urbain avoisinerait les 30% en enquête en population générale. La prévalence en dépistage de masse, toujours 30%. L'inertie thérapeutique, ça veut dire que voilà, les médecins continuent à prescrire les mêmes médicaments quand bien même que l'hypertension artérielle n'est pas contrôlée et objectivée en consultation. Cette inertie thérapeutique de la part des soignants concernerait 80%, l'atteinte d'organes cibles chez les hypertendus 34% et le risque cardiovasculaire serait élevé dans 83%. Il existe cette notion de superhypertension artérielle qui fait que nous voyons souvent en consultation des pressions artérielles à 250 de systolique et 150 de diastolique. Cette hypertension artérielle, superhypertension artérielle, concernerait 13% de la population. Et dans une enquête menée par la Société de cardiologie du Burkina en population générale, la prévalence de l'hypertension artérielle dans les enquêtes de masse, une enquête de masse qui a concerné les églises, les mosquées, les marchés, nous avons retrouvé 30% d'hypertension artérielle chez les adultes qui ont été dépistés. Donc, vous voyez, c'est vraiment inquiétant. Et donc, ce qui rejoint cette fameuse théorie des 1/3, qui dit que 1/3 des hypertendus ne seraient pas connus, 1/3 des hypertendus connus seulement sont traités, et parmi les patients traités, 1/3 seraient contrôlés. Ça veut dire que parmi même les 1/3 qui sont dépistés et qui ont un traitement, soit par mesure hygiéno-diététique ou par médicament, le tiers seulement elles sont contrôlées. Donc, ça veut dire que 2/3 prennent leurs médicaments et on n'a pas les objectifs de tension artérielle cible voulus. Et pourquoi? Il y a une insuffisance de dépistage, bien sûr. Il y a de l'inertie thérapeutique de la part des soignants. Il y a une insuffisance d'éducation thérapeutique des patients. Et souvent, dans nos pays à ressources très limitées, il y a une absence de couverture médicale universelle qui limiterait la prise en charge optimale de certains patients hypertendus. Alors, que faut-il comprendre pour hypertension artérielle? Et pour cela, je vais essayer, comme il y a beaucoup de professions, beaucoup de médecins de différentes spécialités qui nous écoutent, nous allons essayer de progresser et de réfléchir de la manière la plus simple possible.
comment comprendre l'hypertension artérielle? Au lieu de rentrer dans les définitions, tout le monde connaît la définition actuelle de l'OMS et cette définition, elle est arbitraire et évolutive, hein. Il y a quelques années, c'était pas cette définition, mais selon l'OMS, on parle d'hypertension artérielle lorsqu'il y a une élévation de la pression artérielle systolique euh, de, euh, qui est supérieure ou égale à 140 millimètres de mercure j'ai bien dit, une pression artérielle diastolique qui est supérieure ou égale à 90 millimètres de mercure. Donc, il y a d'autres sociétés savantes bon, qui revoient ces seuils à la baisse, telles que la Société américaine d'hypertension et de cardiologie. Alors, en matière d'hypertension, il faut réfléchir simplement. Il faut dépister et confirmer l'hypertension. Il faut déterminer le risque cardiovasculaire global du patient, ce qui nous permettrait d'être optimal quant à la prise en charge. Il faut rechercher quand, bien sûr une atteinte d'organes cibles et il faut proposer une stratégie thérapeutique. Donc, pour être plus optimal, il faut passer par toutes ces étapes. Et donc, dépister, bien sûr, tout bon médecin sait que, bon, on peut mesurer la pression artérielle au cabinet, mais pour ces mesures, il faut des conditions. On a tous appris ça en médecine générale, lors de notre premier cycle, deuxième cycle. Donc, il faut avoir objectivé les chiffres tensionnels élevés à 2 consultations réalisées à 1 à 2 semaines d'intervalle chez un patient couché ou assis en relâchement musculaire depuis au moins 30 minutes à distance d'un repas, d'une prise de cigarette et d'alcool. Mais bien sûr, il faut aussi des conditions correctes de mesure, la mesure au repos, les techniques de mesure, donc enrouler le brassard à 2 travers de doigts au-dessus du pli du coude. C'est ce qu'on dit tout le temps à nos infirmiers. Et il faut que la taille du brassard soit adaptée au patient. C'est pourquoi nous avons des brassards standards, des petits brassards, des brassards larges et extra larges. Donc, si le brassard ne fait pas 2 tiers du tout du bras du patient, on a tendance à surestimer ou à sous-estimer les chiffres tensionnels pris au cabinet. Mais nous avons également d'autres méthodes qui sont même recommandées. Et la mesure au cabinet, c'est en dehors de l'urgence, parce que l'urgence, c'est une autre chose. C'est, par exemple, les patients qui viennent aux urgences avec des chiffres tensionnels très élevés et une atteinte d'organes qui engage déjà le pronostic vital. Là, on ne va pas lui donner rendez-vous dans 2 semaines pour confirmer quoi que ce soit. Donc, en dehors de la prise des chiffres tensionnels au cabinet, nous avons également ce que nous appelons abusivement le holter tensionnel. Mais en fait, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle qui est fortement recommandée car il y a un intérêt diagnostique pour démasquer certaines choses telles que l'hypertension blouse blanche qui, lorsque le patient vient à l'hôpital ou bien au cabinet du médecin, il est stressé, ses chiffres tensionnels semblent être légèrement élevés et dès qu'il retourne dans sa vie de tous les jours, les chiffres baissent. Quand bien même que ce patient qui fait de l'hypertension blouse blanche a de fortes chances de devenir hypertendu dans le futur. Mais également, la mesure ambulatoire de la pression artérielle a un intérêt pronostique puisque c'est mieux corrélé à l'atteinte des organes cibles et le risque est accru si le sujet est non dipeur. Un sujet non dipeur, ça veut dire un sujet qui ne baisse pas ses chiffres de pression artérielle lorsqu'il dort. Parce que lorsqu'on dort, on doit éteindre quand même tous les moteurs et la pression artérielle doit baisser de façon plus importante que lorsqu'on est en activité. Et donc, cette mesure ambulatoire de la pression artérielle a un intérêt également thérapeutique. Donc, même avant de mettre sous traitement pour la confirmation et même chez les patients sous traitement pour apprécier le degré de contrôle tensionnel, l'efficacité du traitement, la résistance au traitement ou bien certains patients qui sont traités et qui vous rapporte une notion d'hypotension, de baisse des chiffres tensionnels à la maison. Et puis, bon, on peut également faire cette MAPA pour voir si on les a pas un peu trop traités. Et donc, l'intérêt, bien sûr, chez la femme enceinte dans l'hypertension gravidique, donc les cas particuliers qu'on pourra peut-être aborder dans d'autres présentations prochainement. Alors, cette mesure ambulatoire également de la pression artérielle peut démasquer l'autre frère, bon, je dirais l'autre sœur de l'hypertension bleue blanche, c'est l'hypertension masquée. Il y a des gens, quand ils viennent au cabinet avec leur médecin, parfois
ils se sentent tellement bien que leurs chiffres tensionnels ont tendance à être normaux, hein. On prend des valeurs normales. Et dès qu'ils retournent en activité, ils s'énervent au boulot ou bien en tout cas dans leur milieu, les chiffres tensionnels se mettent à être élevés. D'accord? On appelle ça hypertension artérielle masquée. Donc, il y a un intérêt quand même à avoir une prescription de MAPA facile, quand bien même que les chiffres au cabinet sont élevés. Alors, cette mesure ambulatoire de la pression artérielle a l'intérêt de donner des mesures répétées et une centaine de mesures sur le nictémère. Et donc, on place le brassard autour du bras du patient et il rentre pendant 24 heures et le lendemain, on connecte à l'ordinateur, on télécharge les mesures avec une feuille qu'on appelle une feuille d'événements. Et s'il y a des événements intéressants que le patient peut noter pour faciliter l'interprétation du médecin, c'est encore mieux. Alors, il y a ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle également, l'automesure tensionnelle à la maison, avec cette fameuse règle des trois. Trois mesures matin, trois mesures soir pendant 3 jours, qui associe, qui associe plus ou moins également le patient à sa prise en charge. Parce qu'il rentre chez lui, il a un brassard que le médecin quand même a pris le soin de regarder, de voir si le brassard est adapté, si le tensiomètre est fiable. Et on lui demande de faire 3 mesures matin, 3 mesures soir pendant 3 jours. Et ça a un intérêt également diagnostique et de surveillance du traitement. Et puis voilà, ça associe également, ça permet également de mieux éduquer le patient, l'éducation thérapeutique du patient pour qu'il comprenne ce qu'il a et qu'il sache s'autosurveiller. Alors, en matière d'hypertension artérielle, en consultation de routine, il y a quand même 4 gestes et 4 questions qui peuvent vous aider pour une orientation étiologique. 4 gestes. On reçoit le patient, on a une élévation des chiffres tensionnels confirmée, on pense que c'est une hypertension artérielle. À la MAPA, ça révèle que c'est une hypertension artérielle. Elle est soit systolique, soit diastolique, soit systolo-diastolique, soit diurne, soit nocturne, soit permanente. Et donc, il y a quand même des gestes à avoir pour avoir une idée de la cause. Qu'est-ce qui a bien pu causer cette hypertension artérielle? Est-elle essentielle? Est-elle causée par autre chose? Et donc, pour ces 4 gestes, il faut également en consultation palper les pouls du patient. Même si on est un bon médecin généraliste, palper les pouls du patient, ça peut donner des orientations étiologiques, hein, pour démasquer par exemple une coarctation de l'aorte, la maladie de Takayasu ou la maladie des femmes sans pouls, qui sont des causes d'hypertension artérielle secondaire. Palper l'abdomen nous permettrait également rapidement, facilement de repérer s'il y a une tumeur, un gros rein, une tumeur abdominale, une tumeur surrénalienne. L'auscultation de l'abdomen également, même en consultation chez un médecin généraliste, pour détecter, surtout l'auscultation para-ombilicale de part et d'autre de l'ombilic, pour détecter un souffle de sténose de l'artère rénale qui orienterait vers une cause d'une hypertension artérielle, surtout chez les sujets jeunes, et la recherche d'endocrinopathie. Il y a des patients qui viennent en consultation qui ont une élévation des chiffres tensionnels, mais en fait, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il peut cacher une hyperthyroïdie, derrière, il peut ici cacher une endocrinopathie, et que l'élévation des chiffres tensionnels, ce n'est que le versant visible de l'iceberg. Donc, si vous recevez un patient qui a une exophthalmie, un goitre, une obésité facio-conculaire, une hypertrichose, il faut quand même penser à rechercher une endocrinopathie à l'origine de cette élévation des chiffres tensionnels. Et ces gestes nous permettent en consultation, comme ça, de routine, de suspecter et d'orienter notre recherche étiologique, surtout lorsque le patient est jeune. D'accord? Parce qu'il y a l'hypertension artérielle essentielle, familiale, génétique des sujets plus ou moins âgés, et il y a l'hypertension des jeunes personnes, d'accord, qu'on appelle l'hypertension du sujet jeune, qui nécessite quand même une recherche étiologique parce que parfois le traitement passe par le traitement de l'étiologie. Donc, ces 4 gestes, je vous les propose en consultation de routine et on n'a pas besoin d'être cardiologue pour les réaliser. Il y a également 3 questions à se poser. Est-ce que cette hypertension qu'on a détectée, dépistée aujourd'hui, existe-t-il déjà un retentissement sur les organes cibles? Est-ce qu'il y a une éventuelle cause? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque associés? Et ces questions, pour répondre à ces questions, parfois,
Le retentissement de l'hypertension, on sait que c'est sur les organes nobles, quand bien même que, bon, toutes les spécialités trouvent que leur organe est noble, mais bon, c'est sur ces organes cibles, le cœur. Et pour le cœur, bon, après un bon examen physique, on peut demander l'électrocardiogramme, une radiographie cardiaque et une échodoppler cardiaque pour mieux comprendre, pour voir s'il n'y a pas une atteinte clinique ou infraclinique, même s'il n'y a pas de signe d'appel en consultation de médecin généraliste. On peut également voir s'il n'y a pas un retentissement sur le cerveau. Et les yeux étant la fenêtre du cerveau, on peut demander un fondé. Et s'il y a des signes d'appel d'une atteinte, par exemple, si votre examen du système neurologique, du système nerveux n'est pas, votre examen neurologique ou bien votre examen du système nerveux n'est pas normal, vous pouvez demander un scanner. Et donc, également, l'atteinte rénale via le dosage de la créatinine, de la clairance de la créatinine, l'albuminure, la microalbuminurie chez les diabétiques. Donc, deuxième question, est-ce qu'il y a une cause de l'hypertension artérielle? Est-ce qu'il y a une néphropathie? Et pour cela, on peut demander un ECBU, un compte d'Asdis. Est-ce qu'il y a un hyperaldostéronisme primaire, surtout chez les patients qui ramènent une hypokaliémie persistante dans leur bilan, surtout les jeunes hypertendus traités qui font de l'hypokaliémie, ça nécessite quand même qu'on pousse la recherche étiologique pour voir si ça ne cache pas un hyperaldostéronisme primaire. Et la recherche des autres facteurs de risque, bien sûr, est-ce que la glycémie est élevée? Est-ce qu'il existe un diabète? Est-ce qu'il existe une dyslipidémie? Est-ce qu'il existe une hyperuricémie? Donc, il faut voir si, en plus d'être hypertendu, ce patient n'est pas diabétique ou bien n'a pas une dyslipidémie. Et vous comprendrez tout de suite pourquoi c'est important. Et c'est pourquoi, en pratique, on vous demande que vous soyez médecin généraliste, médecin de famille, cardiologue et autres spécialités, on vous demande ce qu'on appelle le bilan minimal de l'OMS, un électrocardiogramme, une glycémie, un bilan lipidique, un ionogramme sanguin, le bilan rénal, et puis les bandelettes urinaires ou la protéine. D'accord? Ça, c'est pour être simple. Mais dès que vous avez des signes d'appel d'une atteinte d'organes, cœur, rein, vaisseau ou cerveau, vous demanderez plus que ce bilan minimal de l'OMS parce qu'en rappel, ce bilan minimal nous permet quand même de rechercher les autres facteurs de risque et puis de voir s'il n'y a pas d'atteinte d'organes. Donc, ça répond un peu à nos trois questions. Donc, pour être simple, hypertension artérielle, 4 gestes, 3 questions. Alors, il ne faut pas s'en arrêter là. Même si vous êtes médecin généraliste, il faut quand même évaluer le risque cardiovasculaire de votre patient avant de proposer une stratégie thérapeutique. Alors, cette évaluation du risque cardiovasculaire, nous, cardiologues, nous le faisons de façon très poussée. Mais je vais vous dire, même lorsqu'on est médecin généraliste, on peut s'y atteler. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est cette maladie ubiquitaire, silencieuse et grave qui atteint, c'est une maladie inflammatoire progressive des parois artérielles caractérisée par des dépôts d'athérome riches en lipides au niveau des parois des artères de gros et moyen calibre. L'athérosclérose débuterait très tôt, 20 à 30 ans, et même plus tôt, et les manifestations cliniques ne se verront que à 50 ans. Donc, pourquoi il faut rechercher justement les autres facteurs de risque cardiovasculaire? Parce que l'hypertension artérielle, elle n'est jamais seule. On l'appelle le silent killer, le tueur de l'homme, parce que quand elle fait du bruit, ça veut dire qu'il y a une atteinte d'organes. Et lorsqu'elle fait une atteinte d'organes, elle atteint soit le cœur, le rein, les vaisseaux ou bien le cerveau. Et donc, ce silent killer, ce tueur de l'homme, a une action directe sur les parois artérielles, mais également une action via l'athérosclérose. Alors, pour l'athérosclérose, elle n'est pas seule, elle s'accompagne d'autres facteurs de risque qu'il faut rechercher et prendre en charge chez votre patient. Et on peut les rechercher, même si on n'est pas cardiologue, rechercher un diabète, une notion de dyslipidémie, voir si votre patient fume, si votre patient est obèse, si votre patient est sédentaire, mais également, il y a ce qu'on néglige souvent, c'est l'hérédité cardiovasculaire. Donc, la survenue d'un événement cardiovasculaire chez un patient de premier degré, chez un parent de premier degré du patient, père ou mère, et avant 45 ans chez l'homme, avant 55 ans chez les femmes. Et donc, ce risque cardiovasculaire global, c'est quoi? C'est la probabilité de survenue d'un événement cardiovasculaire en tenant compte de plusieurs facteurs de risque considérés simultanément.
Ces facteurs de risque, pourquoi le risque cardiovasculaire? Parce que l'association fréquente à une hypertension artérielle. On trouve rarement une hypertension artérielle isolée, sans un diabète à côté, soit une obésité à côté, soit sans une sédentarité à côté, soit un tabagisme à côté. En général, l'hypertension, elle ne vient pas seule. C'est un malfaiteur qui s'accompagne de ses frères et sœurs et leur effet est multiplicatif. En termes de risque cardiovasculaire, un plus un n'est pas égal à 2. Je vais vous expliquer tout de suite. Un plus un est supérieur à 2. La prise en charge d'un facteur de risque ne peut pas entraîner la réduction à 100% du risque cardiovasculaire, d'où la prise en charge globale. Il faut une prise en charge d'une hypertension. À côté, s'il y a un diabète, il faut prendre en charge. S'il y a de l'obésité, il faut prendre en charge pour être optimal. D'où l'intérêt de la prise en charge de tous les autres facteurs de risque. Alors, je vous avais dit en matière de risque cardiovasculaire, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Ici, par exemple, l'existence d'une hypertension artérielle multiplie le risque cardiovasculaire par 3. Mais dès qu'il y a une hypercholestérolémie, vous voyez, l'hypercholestérolémie plus l'hypertension artérielle multiplie le risque cardiovasculaire par 9. Lorsqu'il existe un tabagisme, l'association hypertension, tabac, hypercholestérolémie multiplie le risque cardiovasculaire par 16. Et donc, un de mes maîtres, le professeur Abdikan, avait l'habitude de dire qu'un petit fumeur, un petit diabétique, un petit hypercholestérolémie est plus à risque qu'un gros hypertendu. Donc, lorsqu'on a un peu de chaque, lorsqu'on a un facteur de plus un autre, plus un autre, plus un autre, ah, on est plus à risque de faire une complication que quelqu'un qui a un seul facteur de risque isolé. Alors, donc, comment évaluer les risques cardiovasculaires chez l'hypertendu? De façon très simple, ce risque cardiovasculaire dépend du niveau de la pression artérielle, des facteurs de risque qui accompagnent, de l'existence d'un diabète, parce que le diabète est un facteur de risque très majeur. En général, les diabètes meurent souvent des complications cardiovasculaires et pas de leur hyper ou hypoglycémie. Et dépend également du niveau d'atteinte et de l'existence d'atteinte d'organes cibles. Donc, il existe des modèles, les modèles SCORE, les modèles de Framingham pour évaluer les risques cardiovasculaires. Mais pour nous, cardiologues, ça va au-delà de ça. Les facteurs de risque, je vous ai dit, ça dépend du niveau de pression artérielle systolique, du niveau de pression artérielle diastolique, du niveau de pression artérielle pulsée, de l'âge du patient, de l'existence du tabac, de l'existence d'une dyslipidémie, mais également, il y a parfois ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Une glycémie qui commence à s'élever. On n'est pas encore diabétique, mais on est dans l'intolérance au glucose. On a une obésité abdominale. Et donc, les médecins généralistes, en consultation, il ne faut pas vous limiter seulement à la prise des chiffres tensionnels. Parce que la prise en charge n'est pas seulement une prise en charge manométrique, si je peux m'exprimer comme ça. Ce n'est pas les chiffres tensionnels qu'on traite, mais on traite le patient. Il faut également mesurer le périmètre abdominal, ce qu'on appelle le tour de taille. Hein, et les seuils sont différents chez l'homme et chez la femme. Il faut également poser une simple question à savoir, est-ce qu'il y a un antécédent familial de maladie coronaire ou maladie cardiovasculaire précoce, d'accord, chez le papa ou la maman avant 45 ans ou 55 ans. Mais également, il faut bien diabète. Et pour le diabète, il faut la glycémie, mais bien sûr, il faut doser ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Nous, cardiologues, on va plus loin. On recherche les atteintes d'organes cibles cliniques qu'on voit. Le patient, il vient, même s'il vient chez le médecin généraliste, il a déjà une aphasie, une dysarthrie, il a déjà une atteinte d'organes qui s'exprime. Mais nous, on va aller chercher derrière, on va aller chercher ce qu'on appelle les atteintes d'organes infracliniques. Par exemple, l'existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche, à l'électrocardiogramme, l'existence d'une plaque d'athérome par une échodoppler des vaisseaux du cou. On peut mesurer l'indice de pression systolique, on peut doser la créatinine. Et puis maintenant, chez les diabétiques, on peut doser ce qu'on appelle la microalbuminurie. Malheureusement, parfois le plateau technique ne nous permet pas de tout demander et de tout faire. Mais aussi, on va aller rechercher une atteinte cardiovasculaire cérébrale ou rénale, l'existence d'un accident vasculaire cérébral ischémique hémorragique, une insuffisance cardiaque, un syndrome coronarien, une insuffisance rénale, l'existence d'une protéinurie. Donc, nous, on ne s'en tient pas qu'aux bandelettes urinaires. On demande une protéinurie des 24 heures et on va parfois aller dépister, détecter l'existence d'une artérie des membres inférieurs. Et pour cela, nous
partons parfois, après la palpation des pouls, s'il y a des anomalies, on peut aller jusqu'à demander une échodoppler des artères, euh, au niveau des membres. Alors, il y a des limites à l'évaluation du risque cardiovasculaire. Quand bien même qu'on examine bien le patient, on fait ces gestes, 4 gestes, on pose ces 3 questions, on part jusqu'à détecter, jusqu'à voir s'il existe des plaques d'athérome ou pas, quand bien même que le patient ne se plaint de rien. Il y a des limites à cette évaluation. L'évaluation des facteurs du risque cardiovasculaire parfois ne tient pas compte de la durée d'exposition aux facteurs de risque. D'accord? Parce que quelqu'un peut être hypertendu depuis 20 ans. Quelqu'un peut être hypertendu depuis hier. Parfois même, les patients sont hypertendus depuis 15 ans, mais non dépistés. Et comme parfois, on l'appelle silent killer, il n'y a aucune manifestation, en fait, on apprécie mal la durée ou bien l'ancienneté d'une hypertension artérielle. Certains facteurs de risque ne sont pas considérés comme quantitatifs, mais qualitatifs. Par exemple, le tabac. Hein? C'est vrai qu'on dose, on parle de nombre de paquets années, mais bon, parfois, il y a des fumeurs occasionnels, il y a des gros fumeurs. Il faut peut-être plus voir l'aspect quantitatif que qualitatif et le type de tabac. Et puis maintenant, il y a certains facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte. Nous, cardiologues, de plus en plus, on tient compte de la fréquence cardiaque du patient. Je m'explique. La fréquence cardiaque spontanément élevée chez un sujet est un facteur de risque cardiovasculaire à part. Par exemple, ceux qui sont très tachycardes sont plus exposés à faire des facteurs de risque cardiovasculaire, à faire des complications que ceux qui n'ont pas les fréquences cardiaques élevées. Et le stress chronique également. Bon, le stress, parfois, elle n'est ni quantifiable. On a des stress aigus. Bon, ça, on peut, voilà, quelqu'un a un choc psychoaffectif ou bien il y a une situation conflictuelle. Mais également, il y a des gens qui vivent dans le stress depuis des années au boulot, sur le plan social. Et je vous dis, hein, jusqu'à présent, je ne vois pas en tout cas quelqu'un un médicament qui peut agir contre le stress si ce n'est pas des hypnotiques, des choses qu'on prescrit et qui ne prennent pas en charge parce que la prise en charge du stress tient compte de l'étiologie du stress. Le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, on l'appelle le syndrome de Pickwick. En général, c'est des adultes qui ont de gros ventres, qui somnolent pendant la journée et des adultes qui ronflent pendant la nuit, voilà. Et donc, pour détecter ce syndrome d'apnée du sommeil, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, il faut faire ce qu'on appelle des tracés polysomnographiques. Hein. Il faut que le patient aille dormir dans un laboratoire du sommeil pour qu'on détecte cela. Et ces facteurs, en général, ne sont pas pris en compte dans l'évaluation du risque en routine. L'évaluation d'autres, de certains, par exemple, la détection ou bien aller chercher une plaque d'athérome au niveau des gros vaisseaux du cou, aller faire une échodoppler des artères rénales systématiquement. Parfois, on se heurte à l'indisponibilité dans des ressources chez le patient, surtout par exemple, je ne sais pas, on peut recevoir un patient qui n'a même pas le SMIG. Si vous voulez dérouler tout le bilan pour aller détecter des atteintes d'organes infracliniques, il ne pourra pas faire. C'est à peine s'il peut aller acheter son médicament. Parfois, quand bien même qu'on peut faire, on est heurté rapidement à l'instance du plateau technique dans notre contexte de pays à ressources limitées. Et donc, que faut-il comprendre rapidement par rapport à sa prise en charge? En matière d'hypertension artérielle, bon, je vais être un peu, je vais repartir un peu dans la pédagogie. Le but du traitement, ben, c'est de réduire la mortalité et la morbidité cardiovasculaire, cérébrale et rénale, les atteintes d'organes cibles, mais également vasculaires, hein, et prendre en charge les complications et les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Pour atteindre ce but, il y a des moyens. Il y a des moyens hygiéno-diététique, les mesures hygiéno-diététiques, des moyens non médicamenteux, mais également il y a le traitement pharmacologique. Et il y a d'autres moyens parfois qui tiennent compte de l'étiologie. Je m'explique. Par exemple, si on est devant une élévation des chiffres tensionnels secondaires à une endocrinopathie, il faut prendre en charge l'endocrinopathie. S'il faut également aller faire une dénervation rénale ou autre chose, il faut aller le faire. Pour les mesures hygiéno-diététiques, alors, ici, soyons clairs, ces mesures s'appliquent à tous les hypertendus. Et même lorsque les personnes ont ce qu'on appelle la tension normale haute. Et tout de suite, je vais vous dérouler ce qu'on appelle cette
tension artérielle normale haute. Et donc, les mesures hygiéniques ont beaucoup d'intérêt parce que ça diminue la pression artérielle. L'application des mesures hygiéno-diététiques renforce l'efficacité des médicaments, permet de contrôler les autres facteurs de risque cardiovasculaire, améliore les manifestations cliniques, mais également, ces mesures hygiéno-diététiques sont là, le premier pilier de la prise en charge, que ce soit en prévention primordiale, primaire, secondaire et tertiaire. Je dis primordial parce que lorsqu'on fait partie d'une famille à haut risque cardiovasculaire, moi, je me dis que même à 15 ans, il faut quand même prendre l'habitude de faire une activité physique, ne pas grossir, même à l'adolescence. Donc, c'est ce que j'appelle un peu la prévention primordiale. Il y a cette diapositive que j'ai pris chez un de nos maîtres, et le professeur Abdelkan, qui a l'habitude de dire il faut traiter les termites avant de repeindre le mur. Donc, l'alimentation, on a beau donner des molécules, des médicaments, faire le sport, mais ce qu'on mange aussi, c'est très, très important. Si vous avez votre hypertendu, quand bien même que il est bien traité, il est bien suivi, s'il ne change pas son alimentation, s'il mange n'importe quoi, on n'arrivera pas à atteindre les cibles thérapeutiques qu'on veut. D'accord? Et donc, traiter les termites avant de repeindre le mur. Sinon, si vous repeignez les murs par le traitement, mais vous n'avez rien fait. Et pour cela, il faut un régime hyposodé. Bon, le régime hyposodé, c'est un peu difficile. Il faut connaître l'alimentation d'une population donnée pour pouvoir exercer. Il faut connaître les habitudes alimentaires. Parce que dans nos contrées, en Afrique, par exemple, au sud du Sahara, il y a les pays côtiers, par exemple, ils ont l'habitude de manger très salé. Bon, je parle dans le général. Il y a d'autres pays qui mangent moins salé. Il y a d'autres pays, bon, il y a l'urbanisation, les boîtes de conserve, les jeunes qui sont très occupés, hein. Et donc, de plus en plus, on n'a pas des repas préparés. Donc, cette réduction du sel réduit la pression artérielle et renforce l'efficacité des médicaments. Et donc, il faut éviter les boîtes de conserve, les aliments transformés. Et à titre indicatif, on dit 2 pincées de sel fin. Et bon, 2 pincées de sel fin, parfois, c'est pas compris. Et puis, le sel compris dans les aliments également, il faut faire attention aux aliments préparés parce que parfois, à la préparation, le sel rentre dans les légumes, dans les poissons. Et lorsqu'on goûte la sauce, elle n'est pas très salée. On a tendance à rajouter et rajouter encore du sel. Je ne parle pas des bouillons en cubes, je ne parle pas de tous des artifices utilisés par la plupart des dames pour agrémenter les repas, alors que bon, c'est soit des produits chimiques, soit des produits qui cachent beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel et de sucre. Et donc, il y a ce qu'on appelle le régime DASH, Dietary Approach to Type Hypertension, qui permet aussi de réduire la pression artérielle et de réduire le risque cardiovasculaire. C'est un régime qui comporte beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, qui apporte du calcium et du potassium et qui réduit d'une manière générale les graisses saturées. Donc, de plus en plus, on a des médecins diététiciens qui nous aident dans la prise en charge des patients. Et donc, c'est des médecins qui ont fait de la nutrition. Bon, il y a des coachs en nutrition, mais de plus en plus, il y a des médecins assermentés, diététiciens, qui peuvent venir aider le médecin clinicien qui n'a pas trop le temps à faire un programme de rééquilibrage alimentaire, mais centré sur le patient. Parce que parfois, on est amené à prendre en charge l'hypertension, le poids, le sucre, l'hypocalémie. Et donc, les médecins nutritionnistes peuvent avoir un peu plus de temps et un peu plus d'expérience pour accompagner pas à pas, jour en jour, semaine par semaine, le patient vers un programme de rééquilibrage alimentaire en collaboration, bien sûr, avec son médecin traitant, avec son cardiologue, son médecin généraliste ou bien son médecin de famille. Alors, la réduction du poids. Tout le monde connaît ce fameux IMC, indice de masse corporelle, qu'on calcule poids sur taille au carré. Mais souvent, dans nos contrées, on a une surcharge pondérale et je ne parle même pas de l'obésité. Mais déjà, la surcharge pondérale, donc, il faut lutter contre la prise de poids parce que cette prise de poids, la perte de poids permet de baisser les chiffres de pression artérielle et ils ont également, cette perte de prise de poids également a un bénéfice sur la prise en charge du diabète, sur l'insulinorésistance ou l'état, ce qu'on appelle les états prédiabétiques, sur les dyslipidémies, mais également sur l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'activité physique, ses effets bénéfiques se font voir lorsqu'elle est régulière.
pas intense. On n'a pas dit à un jeune hypertendu ou à un moins jeune hypertendu d'aller courir que le dimanche ou bien d'aller soulever des poids. Non, ce qu'on lui dit, c'est de faire une activité dynamique, marche, course à pied, vélo, natation, selon ses préférences, mais de faire 30 à 45 minutes par jour, un jour sur deux, 3 ou 4 fois dans la semaine. Ça revient à un jour sur deux. Moi, je dis facilement, bon, lundi, mercredi, vendredi et dimanche, ou bien mardi, jeudi, samedi et dimanche, mais ça ne sert à rien de faire ça une fois par semaine et de faire 4 heures de temps. Le bénéfice, les effets bénéfiques résident dans la régularité et on n'a pas dit à nos patients d'aller en salle de gym, soulever des poids ou bien faire des... Donc, la réduction du poids, je reviens un peu sur la réduction du poids et les bénéfices sur l'hypertension artérielle. Tout bon médecin doit pouvoir calculer l'IMC de son patient. Et donc, on n'a pas que l'obésité, mais il y a la surcharge pondérale également entre 25 et 30. On n'attend pas que le patient soit obèse pour que lui donner des conseils vers cette perte de poids. Et cette réduction pondérale permet d'abaisser les chiffres de pression artérielle, mais également d'équilibrer une hyperglycémie, d'améliorer l'insulinorésistance qu'on appelle état de prédiabète, hein, de prendre en charge également les dyslipidémies et de lutter contre l'hypertrophie ventriculaire gauche. À côté de cette réduction pondérale, il y a ce qu'on appelle l'activité physique. Et je disais tout de suite que l'activité physique, ça ne sert à rien de dire aux patients d'aller soulever des poids, d'aller courir le dimanche et de faire 10 km. Les bénéfices ne sont vus que lorsque cette activité physique est régulière. Régulière, c'est 30 à 45 minutes, un jour sur deux, ou bien 3 jours dans la semaine. Donc, ce que moi, je dis à mes patients de faire, je leur dis de faire une marche, du vélo, course à pied, natation, là où en tout cas ils sont à l'aise, mais que ça soit un effort dynamique, pas statique. Donc, de marcher 30 à 45 minutes. Je leur dis, bon, le lundi, le mercredi, le vendredi, si vous pouvez vous acheter le dimanche, ou bien le mardi, le jeudi, le vendredi, et si vous pouvez vous acheter le dimanche. C'est dans la régularité, c'est pas dans l'intensité que les bénéfices se feront voir. Et donc, il faut que ça soit encore une fois une activité dynamique. Ça ne sert à rien d'aller en salle de sport et puis de soulever des poids de 120 kilos et puis de dire que voilà, ça, c'est la musculation. D'accord? Et il y a une activité physique à tout âge. Hein. À tout âge, même les personnes âgées peuvent faire leur marche, mais pourvu que ça soit régulier et pourvu que ça prenne en compte l'existence de gonalgie. Bon, vous n'allez pas dire à quelqu'un qui a une gonalgie ou bien qui a des problèmes mécaniques aussi d'aller marcher quoi, pour prendre en charge sa tension artérielle. Mais aussi l'arrêt du tabac. Tout le monde sait que c'est un puissant facteur de risque vasculaire via la nicotine et tous les produits qu'il y a dedans. Et c'est un facteur également d'échec thérapeutique, surtout chez les patients traités avec des bêta-bloquants, parce que la nicotine accélère la fréquence cardiaque. Donc, si on donne des médicaments qui doivent ralentir la fréquence cardiaque et des antihypertenseurs en même temps, ça les rend inefficaces. Et donc, limite également le bénéfice d'un bon contrôle tensionnel. Donc, il faut absolument pousser les patients à aller arrêter de fumer. Il y a des centres d'aide au sevrage tabagique de plus en plus qui peuvent accompagner nos patients vers l'arrêt complet. Mais également l'éviction de substances élevant la pression artérielle. On n'y pense pas toujours, surtout chez les patients polymédiqués. Il y a des patients que vous suivez en médecine de famille, en consultation de médecins généralistes, les endocrinopathies, qui sont sous œstrogène. Il y a des patients qui prennent de la réglisse. La réglisse peut être cachée même dans les bonbons que les gens utilisent. La prise de corticoïdes, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais surtout, il y a l'automédication dans nos contrées. Parfois, on se rend compte que notre hypertendu anciennement contrôlé n'est plus contrôlé, mais il suffit juste de lui poser la question. En fait, le monsieur ou la dame fait de l'automédication. Il part avaler des comprimés à gauche et à droite que quelqu'un lui a recommandé pour lutter contre, par exemple, une lombalgie. Donc, il faut voir si le patient ne prend pas en dehors de son antihypertenseur ou bien si le patient qui vient pour dépister son hypertension artérielle ne prend pas des médicaments et des substances qui élèvent la pression artérielle. Et donc,
Pour le traitement pharmacologique, il y a les 5 classes recommandées, hein, diurétique, bêta-bloquant, inhibiteur calcique, inhibiteur de l'enzyme de conversion et les antagonistes de l'angiotensine 2, donc les ARA2. Mais également, il y a les antihypertenseurs centraux, qui peuvent être très intéressants on a une indication un peu limitée à l'utilisation des autres ou bien qui peuvent venir en appoint dans les hypertensions vraiment non contrôlées et dans la prise en charge chez les patients, chez la femme enceinte ou bien chez le patient chez qui on a une quadrithérapie et puis ces chiffres tensionnels ne sont pas contrôlés. Et donc, voilà un peu schématiquement les mécanismes d'action, les sites d'action des différentes classes d'antihypertenseurs au niveau du corps humain, les antihypertenseurs centraux, les diurétiques, les vasodilatateurs, les inhibiteurs calciques, les ISC et les ARA2 qui bloquent le système rénine-angiotensin-aldostérone et les bêta-bloquants. C'est pourquoi nous aussi en cardiologie, nous avons des indications privilégiées d'antihypertenseurs en fonction de la pathologie que le patient, de la pathologie cardiaque ou cérébrovasculaire dont le patient souffre. Maintenant, nous allons aborder rapidement ce que disent les recommandations parce que c'est vrai, la médecine évolue, les recommandations, ça change et donc à chaque fois, il faut être au courant également des avancées nouvelles. Donc, que disent les recommandations sur la prise en charge de l'hypertension artérielle actuellement? Donc, je vous invite à regarder cette diapositive et vous allez remarquer rapidement qu'il n'y a pas de recommandations africaines. Donc, la plupart des recommandations que nous avons, c'est de la Société européenne de cardiologie, de la Société européenne d'hypertension artérielle, les recommandations américaines, les recommandations japonaises. Et donc, que disent ces recommandations? Les recommandations ont été publiées en 2018, revues en 2020 et tout récemment. Je vous rappelle un peu cette classification de l'hypertension artérielle. Avant, il y avait l'hypertension normale, l'hypertension grade 1, grade 2. Mais regardez ici avec moi, il y a l'hypertension artérielle étiquetée optimale lorsque la systolique est inférieure à 120 et la diastolique strictement inférieure à 4 mm de mercure. Il y a ce qu'on appelle la normale. Donc, optimal, normal, entre 120 et 129 pour la systolique, 80-84 pour la diastolique. Mais il y a cette hypertension que je vous invite à bien regarder et à quand même bien connaître et à faire attention dans votre pratique clinique, qu'on appelle normal haute, 130-139 de systolique, et vous voyez, 85-89 de diastolique. Avant maintenant de rentrer dans la classification que nous avons tous appris, grade 1, grade 2, grade 3. Et puis, il existe l'hypertension systolique isolée qui se voit souvent chez les personnes âgées. Il y a des seuils, les définitions de l'hypertension artérielle, les seuils définissant l'hypertension artérielle pour la tension prise au cabinet sont différents des seuils qu'on définit lorsqu'on pose, par exemple, un appareil de mesure ambulatoire de la pression artérielle ou à la maison. Ces seuils sont un peu différents. Par exemple, le seuil journalier de l'hypertension artérielle pour la systolique, lorsqu'on place une MAPA, c'est de 135 mm de mercure pour la systolique et ou 85 pour la diastolique. Donc, si vous demandez une MAPA, le cardiologue ou bien le médecin qui a réalisé la MAPA peut vous donner toutes ces informations s'il s'agit d'une hypertension systolo-diastolique nocturne, systolique seulement, systolo-diastolique diurne. Si le patient est dippeux, ça veut dire baisse ses chiffres de pression artérielle. Bien d'autres informations, plus que ce que vous avez en routine. Donc, j'invite les médecins généralistes à demander quand même une mesure ambulatoire de la pression artérielle pour compléter leur prise en charge et pour être optimale. Et donc, les interventions se font, vous voyez ici, dès que la tension artérielle est normale ou normale haute. Donc, la tension artérielle normale haute que je vous avais montré tout de suite, je vous avais dit de retenir ces chiffres. Une tension artérielle systolique entre 130 et 139 et ou une diastolique entre 85 et 89, il faut déjà instaurer les mesures hygiéno-diététiques. Il faut dire à votre patient de réduire le sel et s'il ne s'en sort pas,
peut, par exemple, prendre un programme de rééquilibrage alimentaire chez un médecin nutritionniste qui va lui réapprendre à manger, de faire son activité physique régulière, s'il est obèse, de réduire son poids, s'il fume, d'arrêter de fumer, et envisager un traitement médicamenteux chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, souffrant de maladies cardiovasculaires ou en particulier de maladies coronaires. C'est pourquoi je vous avais dit tout de suite, en fait, ces étapes, on ne traite pas des chiffres tensionnels, on traite un patient. Votre patient, si il a une tension artérielle normale haute et qu'il a une atteinte d'organes infractérés, alors là, il faut instaurer un traitement même s'il a 139,89 de pression artérielle. Maintenant, s'il n'a rien de tout ça, les mesures hygiéno-diététiques, déjà, il faut les appliquer. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent avec 170, 100 de pression artérielle pour courir dans tous les sens. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit de faire très attention aux chiffres de pression artérielle étiquetés normal haute, d'accord, en prenant en compte l'âge du patient et les autres facteurs de risque et même l'atteinte d'organes infracliniques. L'hypertension grade 1, lorsqu'il existe une hypertension artérielle grade 1, donc une pression artérielle systolique à 140 sur 159 et ou diastolique 90-99, il faut bien sûr appliquer les mesures hygiéno-diététiques et l'application des mesures hygiéno-diététiques, c'est partout, à tous les stades, d'accord, d'hypertension, mesurée au cabinet et en tout cas détectée. Il faut traiter ces patients. Le traitement médicamenteux immédiat s'instaure lorsque le risque cardiovasculaire est élevé ou très élevé. Et donc, je vous ai donné une manière très simple de stratifier les risques, même si vous êtes un médecin de famille. Et dès qu'il y a des signes d'atteinte d'organes cibles, vous pouvez passer la main au cardiologue pour qu'il voit encore plus. Mais déjà, dans votre bilan minimal de l'OMS, vous pouvez vous amuser à voir combien de facteurs de risque cardiovasculaire votre patient il a. Donc, il faut lui prendre les chiffres tensionnels, le peser, mesurer son périmètre abdominal, ausculter son ombilic pour voir s'il n'y a pas une orientation étudique logique, dérouler votre bilan minimal de l'OMS et puis essayer d'établir son niveau de risque. D'accord? Et donc, s'il est en grade 1, le traitement médicamenteux s'adresse à tous les patients à risque faible aussi et modéré, indemnes de maladies cardiovasculaires et rénales. Et après 3 à 6 mois de mesures hygiéniques, si la tension artérielle n'est pas contrôlée. Mais dès que le risque est élevé, vous mettez le traitement. Alors, en grade 2, hypertension artérielle, grade 2, 160, 170 de systolique, 109 de diastolique, mesures hygiéno-diététiques, premier pilier du traitement et traitement médicamenteux immédiat. Là, il ne faut pas attendre, et voilà, chez tous les patients, risque cardiovasculaire élevé, modéré ou faible, visant à contrôler les chiffres tensionnels dans 3 mois. Lorsque maintenant on est à grade 3, alors là, c'est dans la plupart des poussées hypertensives ou bien des urgences hypertension. Là, c'est l'application des mesures diététiques, un traitement médicamenteux immédiat et on vise un contrôle tensionnel également dans les 3 mois. Alors, il y a une stratégie thérapeutique de base pour l'hypertension artérielle non compliquée. Il y a également d'autres stratégies thérapeutiques selon qu'il y ait une atteinte rénale, une atteinte cardiaque, une atteinte cérébrale. Mais je vais vous inviter à rester simple ici. Cette stratégie thérapeutique s'adresse, vous voyez ici à gauche, on s'efforce toujours de donner l'antihypertenseur one pill en un comprimé, tant que faire se peut. Quoi donner? On peut commencer par des IEC ou des ARA2 associés à des inhibiteurs calciques ou des diurétiques. Donc, on peut d'emblée commencer par une bithérapie. Même un médecin généraliste, un médecin de famille, n'ayez pas peur de commencer votre traitement antihypertenseur par une bithérapie associée à soit un inhibiteur calcique et un ARA2 ou un inhibiteur, un IEC, un ARA2 à un inhibiteur calcique ou un diurétique. Vous voyez, le plus est entre les deux. Or, c'est où? D'accord? Maintenant, on peut appliquer une monothérapie qui peut être envisagée en cas d'hypertension grade 1 chez un patient à bas risque cardiovasculaire ou chez les personnes âgées. Les personnes de plus de 80 ans ou les personnes fragiles dans le cadre d'une polypathologie, on peut instaurer une monothérapie. Mais la bithérapie d'emblée peut être instaurée et il y a des associations privilégiées. Alors, si
ARA2 inhibiteur calcique, ARA2 ISC associé à inhibiteur calcique ou diurétique ne marche pas, on peut faire associer un ISC ou un ARA2 à un inhibiteur calcique et un diurétique. Donc, on peut passer à la trithérapie. Malgré la trithérapie, dont un diurétique, si les chiffres de pression artérielle ne sont pas contrôlés, là, on peut dire que l'hypertension artérielle est résistante. On peut référer à un spécialiste pour plus d'investigation pour voir pourquoi le traitement ne marche pas. Bon, et actuellement, il est recommandé parfois d'ajouter un peu de spironolactone, d'accord, ou un alpha bloquant, un bêta bloqueur. Mais en général, à ce stade, si vous êtes médecin de famille, médecin général, vous pouvez référer votre patient à un cardiologue. D'accord? Nous, cardiologues, il est possible d'ajouter d'emblée un bêta bloquant quelle que soit l'existence, quelle que soit l'étape, excusez-moi, de l'hypertension artérielle, s'il existe un trouble du rythme tel qu'une fibrillation artérielle, une aisance cardiaque, une angine de poitrine ou un infarctus du myocarde. Mais pour être simple, c'est cette stratégie thérapeutique qui s'adresse à tout médecin et donc il faut désinstaller cette idée avant qui vous disait que bon, il faut toujours commencer par une monothérapie. Non, on peut commencer d'emblée par une bithérapie, hein, et il y a des associations privilégiées. D'accord? Maintenant, la Société internationale d'hypertension est venue nous éclairer davantage en 2020 et prendre en compte un certain nombre de préoccupations que je vais vous expliquer. Alors, cette Société internationale d'hypertension dit qu'il faut une prise en charge globale. Tout de suite, je vous ai dit, on ne prend pas en charge des chiffres tensionnels. Un médecin, la prise en charge d'un bon médecin, qu'il soit cardiologue, généraliste ou d'une autre spécialité, doit être optimale, holistique, d'accord? Ils ont donné des orientations pour l'application de ces dernières selon que le contexte, d'accord, qu'on soit dans des pays à ressources limitées ou des pays à ressources élevées, en donnant des conseils sur les normes de soins. Et ils ont dit, on peut être essentiel ou on peut être optimal, selon le contexte. Je suis dans un pays à bon revenu, à revenu, mon technique est bien achalandé, je dois être optimal. Mais si je n'ai rien aussi, je peux faire l'essentiel. Voilà. Eux, ils ont un peu tenu compte de nous autres qui faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Donc, il faut être concise et simplifié. Et ces mesures se veulent concises, simplifiées et faciles à utiliser par les cliniciens. Et même dans les zones les plus reculées où il n'y a pas de médecins, où il y a des infirmiers ou des agents de santé communautaire. L'essentiel, c'est de sauver votre patient. Alors, vous vous souvenez tout de suite de la classification de l'hypertension. Pour être essentiel, il faut baisser les chiffres tensionnels. Vous voyez, par exemple, ailleurs, les seuils définissant l'hypertension artérielle sont plus bas que les seuils donnés par exemple chez les Américains, d'être 130, 139 de systolique, 85, 89, et parlent d'élévation des chiffres tensionnels, d'hypertension artérielle, alors que nous, on est toujours dans normal haute. D'accord? Vous voyez, par exemple, lorsqu'on a comparé, vous voyez chez les Américains, ils disent stage 1, dès que les chiffres tensionnels systoliques atteignent 130, 130, 139 et les diastoliques 80, 89. Vous voyez. Et donc, que dit la Société internationale d'hypertension? Il dit que quant à l'atteinte des organes cibles, pour être essentiel, il faut toujours s'intéresser à la créatinine sérique du patient, au début de filtration glomérulaire, rechercher une protéine et faire un électrocardiogramme, 12 dérivations. En tout cas, il faut s'atteler à avoir ça. Mais pour être optimal, il faut bien regarder le cerveau, bien regarder les yeux, bien regarder le cœur, bien regarder les reins, bien regarder les artères. Donc, si je me trouve dans un pays où dans mon interrogatoire, le patient a une fois eu, par exemple, une dysarthrie, je demande même l'échodoppler des vaisseaux du cou. Je regarde le fond d'œil. Je demande une protéine des 24 heures. Si le patient a des problèmes de glycémie, je demande une microalbuminurie. D'accord? Maintenant, si mon plateau technique ou bien ma zone ne me permet pas de faire tout ça, au moins, il faut avoir un aperçu sur la fonction rénale, l'existence de protéines et un ECG, 12 dérivations, pour voir s'il y a une atteinte d'organes cibles infracliniques ou pas. Maintenant, s'il y a des signes d'appel, par exemple, si quelqu'un est vraiment dysarthrique, il faut demander le scanner cérébral directement. Donc, ils nous disent que si l'hypertension artérielle est non contrôlée par le changement de style de vie,
Le traitement médicamenteux doit commencer lorsque la tension artérielle est supérieure ou égale à 140 sur 90. Donc, ça, c'est les seuils définissant l'hypertension artérielle. Ou 160 sur 100 pour les patients à très bas risque. Mais ces chiffres tensionnels sous traitement, pour être optimal, lorsque le patient a moins de 65 ans, il faut les abaisser en bas de 130-80. Et si le patient a 65 ans ou plus, il faut les abaisser en bas de 140 sur 90. Et ça, c'est pour être optimal. Mais l'essentiel, c'est de réduire les chiffres de pression artérielle systolique de plus de 20 mm de mercure pour la systolique et la diastolique de plus de 10 mm de mercure. D'accord? Donc, il ne faut pas dire, OK, on n'a pas ceci, on n'a pas d'IEC, on n'a pas cela. Bon, il faut quand même baisser les chiffres de pression artérielle du patient. Ça, c'est l'essentiel. Maintenant, pour être optimal, il faut atteindre les cibles thérapeutiques en fonction du patient, en fonction de son âge et en fonction de l'existence ou pas d'atteinte de l'organe cible et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, ils ont dit, pour être essentiel, en français facile, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Je suis quelque part, j'ai de l'amlodipine, je mets de l'amlodipine. Je suis quelque part, je veux mettre des IEC, mais je n'ai pas des IEC. Et les chiffres tensionnels sont élevés. Quand bien même que chez mon patient, j'aurais préféré mettre des IEC parce qu'il a une hypertension gauche ou bien il a une protéinurie, mettez quand même l'amlodipine parce que c'est ce que vous avez, c'est ce que le patient a pour baisser les chiffres de pression artérielle. Mais maintenant, on ne fait pas une médecine minimaliste dès que l'occasion, les conditions sont réunies pour faire le bilan le plus complet possible et pour optimiser le traitement, il faudrait le faire. Je ne vais pas finir sans vous parler de cette étude créole. Cette étude a été menée en Afrique, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, en 2019, dans 6 pays d'Afrique au sud du Sahara. C'était une étude en simple aveugle incluant 728 patients africains qui a comparé l'utilisation de l'amlodipine associée à l'hydrochlorothiazide, de l'amlodipine associée à un IEC, le pérendopryl, et du pérendopryl associé à l'hydrochlorothiazide pendant 2 mois. Alors, cette étude, et pour cette étude, et je pense que ce qui a initié cette étude, c'est cette controverse, cette polémique disant que telle molécule marcherait plus chez les Africains, telle molécule ne marcherait pas plus. En tout cas, au bout de 6 mois de suivi, il n'y avait aucune différence significative en termes de contrôle des chiffres tensionnels entre les patients recevant amlodipine associée à l'hydrochlorothiazide comparé aux patients qui recevaient de l'amlodipine et du pérendopryl. D'accord? Il n'y avait pas de différence significative en termes de baisse des chiffres de pression artérielle. Donc, bon, il y a ces polémiques qui disent que voilà, les IEC ne marcheraient pas chez les sujets bon, de race noire. Maintenant, cette étude est venue peut-être nous éclairer un peu quant à l'utilisation des associations, que ce soit avec des IEC ou avec un diurétique. Hein, cette association, en tout cas, marche. Et vous voyez ici en haut et à droite, voilà la courbe bleue, pérendopryl hydrochlorothiazide, hein, amlodipine pérendopryl, il y a une baisse peut-être un peu plus considérable lorsqu'il y a de l'amlodipine, mais également amlodipine plus diurétique hydrochlorothiazide. D'accord? Au bout de 6 mois de suivi en termes de baisse des chiffres tensionnels. Maintenant, les Américains disent less is more. Pourquoi less is more? Parce que la baisse de la pression artérielle systolique à moins de 140 mm de mercure permet de réduire le risque cardiovasculaire de 21% chez les patients de 60 ans et plus. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à dire? On a tendance à dire que les patients très âgés, non, il faut les laisser à 16 de pression artérielle systolique. Maintenant, même la baisse de ces chiffres de pression artérielle à moins de 140, si la baisse est tolérée. Parce que pourquoi on fait attention aux personnes âgées? C'est parce qu'ils ont tendance à faire de l'hypotension orthostatique, ils ont tendance à faire des chutes, ils sont fragiles entre guillemets, ils ont beaucoup de comorbidités. Mais lorsqu'ils supportent
la baisse des chiffres de pression artérielle systolique à moins de 40, ils gagnent 21% en termes de risque cardiovasculaire global. Donc, eux, ils disent less is more. Eux, ils sont plus, en tout cas, euh, plus, comment on appelle ça, agressifs par rapport à la baisse des chiffres de pression systolique. Et ça a été publié dans le JAMA. Maintenant, les bénéfices de la réduction de la tension artérielle d'une manière générale, la réduction du risque en pourcentage lors de la réduction de 10 mm de mercure sur la pression artérielle systolique, quand on quitte une pression artérielle initiale de 130-139, vous vous souvenez, la normale haute, qu'on néglige souvent, qu'on ne prend pas souvent en charge, la baisse de 10 mm de mercure baisse la maladie coronaire de moins 12%, la survenue d'accidents vasculaires cérébrales ischémiques et hémorragiques d'une manière générale de moins 27%, de l'incidence cardiaque de moins 25%, d'événements cardiovasculaires majeurs de moins 13% et de la mortalité globale, toutes causes confondues, de 11%. Donc, il y a toujours un bénéfice à baisser les chiffres de pression artérielle. Maintenant, je suis médecin généraliste, médecin de famille, cardiologue. Comment choisir mon antihypertenseur? Le bon antihypertenseur, c'est celui qui a une efficacité démontrée sur les paramètres les plus péjoratifs. Donc, l'atteinte rénale, l'atteinte cardiovasculaire, ce que vous voulez. L'antihypertenseur, le bon, c'est celui qui a une bonne tolérance. On ne va pas continuer des IEC, quand bien même que les IEC sont des indications privilégiées dans certains types de pathologies, mais on ne va pas maintenir les IEC, par exemple, chez un patient qui tousse, puisqu'il y a un effet secondaire qu'on appelle la toux aux IEC. Si les IEC ne sont pas tolérés, ben, il ne faut pas dire que je vais maintenir les IEC parce que ce patient a une protéinurie, non, ce patient a ceci ou cela. Les IEC sont les meilleures classes. Non, il faut que le patient tolère la classe thérapeutique qu'on lui a prescrite. Il faut qu'il y ait une absence des effets délétères sur les autres facteurs de risque parce qu'il y a certaines associations thérapeutiques, par exemple, qu'on n'aime pas dans l'hyperglycémie, certaines associations thérapeutiques qu'on n'aime pas. Par exemple, pourquoi mettre un antihypertenseur, par exemple, central, alors que le patient est protéinurique et que les IEC ou les aradons lui feraient plus de bien? D'accord? Pourquoi mettre des associations, par exemple, chez un patient qui fait une hypocalémie, maintenir des diurétiques sans voilà, voir pourquoi il fait des hypocalémies, maintenir certaines associations en sachant que voilà, et certains diurétiques majorent l'hypocalémie. Je n'ai pas dit les diurétiques de lance pour l'insuffisance cardiaque, hein, les diurétiques pour traiter l'hypertension artérielle, parce que souvent cette confusion, elle est faite. D'accord? La réduction, le bon antihypertenseur réduit la mortalité cardiovasculaire. Et pour cela, je vais vous parler après de ce qu'on appelle l'organoprotection. Il y a certains antihypertenseurs qui protègent les organes nobles, les organes cibles, hein, contre d'éventuelles atteintes, quand bien même qu'ils baissent. C'est prescrit pour faire baisser d'abord les chiffres de pression artérielle, mais en plus de ça, il confère une organoprotection à nos patients. Et le bon antihypertenseur, c'est celui qui couvre les 24 heures. Il y a certaines molécules, bon, qu'on aime prescrire, mais qui agissent de H1 jusqu'à H15. Et puis, bon, de H15 à H24, le patient n'a pas de couverture médicale. Donc, un bon antihypertenseur également doit couvrir les 24 heures. Je vous ai parlé tout de suite des meilleures associations ou bien des associations en tout cas conseillées. Par exemple, en bithérapie en première intention, IEC ou ARA2, associé à un inhibiteur calcique ou un diurétique. D'accord, de votre choix, selon ce que vous avez vu sur le bilan de votre patient et à l'examen clinique. Si ça vous dépasse en tant que médecin de famille, si vous, quand bien même vous passez à une trithérapie, dont un diurétique, le patient n'est pas contrôlé, il faut passer la main à un cardiologue, à un spécialiste pour faire une recherche plus approfondie. Alors, je vous avais dit tout de suite que pour parler de réduction de mortalité, il faut que je vous parle de cette notion, de ce terme que j'aime bien, qui s'appelle organoprotection. Parce que la plupart de nos collègues traitent les chiffres de pression artérielle et ne regardent pas, ne prennent pas le soin de voir si l'antihypertenseur confère une bonne organoprotection au patient. L'organoprotection, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures visant à préserver la fonction de l'organe et à ralentir sa dégradation. En termes d'hypertension artérielle, on pense à quoi? Au cœur, au rein, au cerveau et au vaisseau. D'accord? Maintenant, cette organoprotection peut utiliser des antihypertenseurs avec des indications privilégiées, mais également, même en tant que médecin généraliste, si on a une dyslipidémie ou bien si lors de nos
notre bilan. On a eu un souffle au niveau de l'auscultation des artères du cou. Et on pense que ce patient a des latéromes au niveau du vaisseau du cou, et même s'il n'a pas encore fait de d'accident vasculaire cérébral, le fait de lui prescrire des statines, d'accord, pour l'effet pléiotrope des statines, parce que l'effet pléiotrope des statines, ce n'est pas, les statines n'ont pas pour effet seulement de baisser le taux de cholestérol et de prendre en charge la dyslipidémie. Ils ont également un effet pléiotrope, ça veut dire un effet stabilisant les plaques d'athérome qui existent, qui grossissent et qui peuvent aboutir à certains accidents cardiovasculaires, certaines complications. Donc, on peut être amené, même en tant que médecin de famille, à prescrire une statine pour une organoprotection, de l'acide acétylsalicylique, hein, les médicaments également antidiabétiques, hein, tels que la metformine, qui est très intéressant chez le patient en hyperglycémie avec un haut risque cardiovasculaire, même s'il n'est pas encore réellement diabétique. D'accord? Donc, tout ça, le fait de donner des antihypertenseurs et d'associer certains médicaments en fonction de ce qu'on a retrouvé, ça fait partie de l'organoprotection. D'accord? Et donc, j'ai introduit et j'ai commencé par un questionnement. Je vous invite à nous poser toujours des questions, à nous remettre toujours en question et à nous demander toujours, est-ce que nous sommes, moi médecin, est-ce que je suis optimale par rapport à la prise en charge de mon patient? Optimale, est-ce que ces chiffres de pression artérielle sont traités? Je traite, est-ce que mon patient est contrôlé? Mais avant, est-ce que mon patient n'a que l'hypertension comme facteur de risque cardiovasculaire? Il est obèse. Comment lui donner des conseils pour réduire son poids? Il fume. Comment l'orienter vers un spécialiste pour l'aide au sevrage tabagique? Comment donner des conseils dans le mesure hygiéno-diététique pour le changement de comportement? Est-ce que mon patient, c'est parce qu'il est noir que telle molécule ne marche pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les moyens, qu'il n'est pas observant? Est-ce qu'il a une couverture médicale universelle? Et donc, tous ces questionnements hantent le quotidien du bon praticien dans notre contexte africain. Parce que nous partageons un certain nombre de réalités dues à notre pratique, dues voilà, qu'on partage parce qu'on a les mêmes problèmes dans nos pays. Et donc, à quand les recommandations africaines? Pour faire ces recommandations, il faut un certain nombre d'études, un certain nombre de pratiques, des cadres de partage, des forums de partage comme ce que nous faisons ce matin, hein, pour comprendre l'hypertension également chez nous, comprendre dans le général, mais aussi comprendre les particularités hein, de l'hypertension dans notre contexte africain, les réalités, hein, et si les recommandations sont adaptées à nos réalités et pour être le plus optimal possible dans notre prise en charge. C'est vrai que nous sommes essentiels, mais sommes-nous optimales? Et toujours en tête cette fameuse règle des un tiers. Un tiers des hypertendus seulement sont dépistés, un tiers des dépistés sont traités et un tiers des hypertendus traiter son contrôle. Et donc, est-ce que ce que nous faisons, on est vraiment optimal? Est-ce que nous faisons ce que nous avons Et donc, à quand les recommandations africaines? Moi, j'ai la réputation d'être très optimiste et très positive. Je pense qu'on va y aller petit à petit. Et ces recommandations regrouperont toutes les sociétés savantes, tous les médecins, tous les praticiens autour de l'hypertension artérielle. Parce qu'encore une fois, l'hypertension artérielle, ce n'est pas l'affaire du cardiologue seulement. Parce qu'avant qu'elle ne se complique, elle passe par les médecins de famille, elle passe par le médecin généraliste, elle passe par les médecins d'entreprise. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on collabore ensemble autour de ces problématiques pour protéger nos populations. Il faut également que les populations soient dépistées. Et pour cela, il faut quand même un certain niveau de vie parce que celui qui a faim ne peut pas venir tout le temps, voilà, se faire dépister alors qu'il n'a rien. Alors que, je vous ai dit, c'est le tueur de l'homme, silent killer. Le jour où ça vous amène à l'hôpital, c'est parce que c'est déjà trop tard. Et donc, le dépistage, il faut faire les dépistages, il faut encourager les dépistages, il faut encourager la collaboration entre les sociétés savantes, entre les différentes spécialités parce que la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est une histoire multidisciplinaire. Et je pense que c'est pourquoi ce thème a été amené ce matin pour
qu'on en débatte. Ce n'est pas que l'affaire du cardiologue. Quand bien que même que le cardiologue, il fouille, il recherche, mais il faut aller step by step parce que l'hypertendu, avant d'arriver chez le cardiologue, a vu un médecin généraliste, a vu un gynéco, a vu un endocrinologue, hein, et lors de la prise des chiffres tensionnels, il se rend compte qu'il y a une élévation, donc ça nécessite d'être vu et revu. Souvent, on voit dans le carnet de nos patients qui sont passés par une consultation de routine où on note 170 sur 100 dans son carnet depuis 4 ans, mais personne ne lui a dit d'aller voir et de se faire prendre en charge. Et donc, souvent, nous sommes également dans l'inertie thérapeutique. On voit ces chiffres tensionnels élevés. Soit on donne des médicaments, soit on ne donne pas des médicaments et on ne prend pas le soin de voir si notre patient est contrôlé ou pas. Parfois, une mesure comme ça au hasard nous amène des chiffres tensionnels élevés et on se dit, bon, écoute, la MAPA, c'est cher, c'est coûteux, il ne pourra pas faire. Il ne faut pas qu'on décide à la place du patient. S'il y a des possibilités de mesure ambulatoire de la pression artérielle, il faut proposer aux patients. Et maintenant, bon, derrière, il y a toute une politique de mise en œuvre de la couverture médicale universelle pour améliorer et pour accompagner nos pratiques, pour en tout cas être optimales. Mais pour être essentiel, je sais qu'au quotidien, nous luttons pour baisser ces chiffres de pression artérielle, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une prise en charge holistique du patient. Et donc, les particularités dont on parle toujours de l'hypertension chez le sujet noir africain, la recherche également est en train d'être développée. Je sais qu'ici au Burkina, il y a une équipe de recherche sur les gènes de l'hypertension artérielle. Et donc, peut-être qu'avec cette recherche, dans quelques années, on va découvrir des gènes qu'on pourra dépister très tôt, des gènes qui existent dans tel type de population, qui n'existent pas dans tel type de population et qui pourront nous expliquer un certain nombre de choses parce que la réalité fait peur. De plus en plus, on a de jeunes patients hypertendus. Pourquoi? On ne sait pas. On fait la recherche étiologique derrière. On ne trouve pas de cause. On étiquette l'hypertension comme essentielle. Et lorsque nous voulons en comprendre un peu plus, nous nous rendons compte qu'ils ont déjà fait une atteinte d'organes cibles infracliniques. Et donc, de plus en plus, dans notre pratique clinique, on a des patients de 60 ans qui ont 5 enfants à bas âge, une épouse, et ils vont souffrir d'accident vasculaire cérébral. Le pronostic, soit fonctionnel et engagé, ou bien même parfois vital. Ce père de famille ne peut plus rien faire. Et ce pronostic engage la vie de ces 5 enfants à bas âge derrière. Il cultivait pour les nourrir. Il était maçon pour les nourrir. Il était un jeune enseignant pour les nourrir. Et s'il décède, il laisse derrière lui une jeune veuve vulnérable, des enfants vulnérables. Et rien qu'une simple hypertension peut compromettre l'avenir de toute une population. Donc, il faut peut-être qu'on aille vers ces questionnements et essayer de faire des équipes de recherche pour en savoir un peu plus et pour être un peu plus optimal dans notre prise en charge. Et donc, le rôle de l'alimentation et de notre environnement. L'environnement africain, c'est pas l'environnement ailleurs. Je vais vous donner un exemple très simple. Qu'est-ce qu'on mange? Où on trouve ce qu'on mange? Est-ce que l'occidentalisation, entre guillemets, nous arrange? Est-ce que le fait de mélanger chaque fois 2 boîtes de conserve parce qu'on est une jeune maman médecin, on n'a pas le temps? Est-ce que ça, c'est réfléchi? Nos enfants qui vont à l'école, on leur donne certains produits très salés, certains produits très sucrés. Nos enfants obèses devant la télé qui ne font pas de sport, l'alimentation dans les pays côtiers, l'alimentation dans les pays non côtiers. Il faut également qu'on s'intéresse à tout notre environnement et notre alimentation également pour pouvoir mener des actions de prévention adaptées à notre contexte. Et donc, l'autre chose qui dépend parfois pas de nous, c'est la disponibilité et l'efficacité de certaines molécules utilisées dans notre contrée. Parfois, quand bien même qu'on veut utiliser telle ou telle association en fonction de tel et tel terrain, parce que je vous ai dit, on ne prend pas en charge des chiffres tensionnels, on prend en charge un patient dans son entièreté. Parfois même, le patient a les moyens de faire certaines choses, mais la molécule que l'on veut n'est pas disponible dans notre lieu d'exercice. Et donc, ça, il faut mener des politiques, hein, il faut mener des plaidoyers auprès des autorités de santé pour qu'ils nous aident quand même à avoir un regard sur les médicaments qui sont recommandés actuels parce que la médecine n'arrête pas d'évoluer et donc il faut être au courant de ce qui se fait et aller vers actuellement ce qui se fait. Et donc, en conclusion, je vous montre cette image. Hein. Bon, pour moi, c'est juste les facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, je sais que vous ménagez aucun effort pour prendre en charge ceci. Hein.
et pour stopper l'évolution parce que on sait que là où vont les choses, c'est pas beau. Hein, et donc, on risque d'avoir beaucoup de complications à gérer dans le futur. Et donc, d'où également la nécessité de former de plus en plus de spécialistes et de faire de plus en plus de PU et de faire de plus en plus de la sensibilisation auprès des populations pour stopper ce fléau. Parce que n'oubliez pas que notre chère Afrique est justement confrontée à toutes les maladies infectieuses. Vous voyez, actuellement, il y a des épidémies. Il y a une épidémie de dengue au Burkina Faso. Il y a, voilà, toutes les maladies infectieuses, toutes les maladies que nous gérons liées à notre situation géographique, liées à nos ressources qui sont très limitées. Maintenant, si les maladies cardiovasculaires s'invitent à la danse, ça fait un peu trop. Et donc, ces facteurs de risque, il y a des modifiables, des non modifiables. On peut mener des actions de prévention, je vous ai dit primordiales, primaires, secondaires et tertiaires ensemble pour stopper l'évolution vers des complications. Et donc, à chaque étape, on peut faire appel à des médecins, que ce soit le médecin généraliste, que ce soit l'étudiant en médecine, que ce soit le médecin spécialiste, et donc arriver au niveau des médecins spécialistes, la collaboration multidisciplinaire. Parce que pour moi, à mon avis, un cardiologue ne peut pas faire cavalier seul sans avoir besoin de l'endocrinologue. L'endocrinologue ne peut pas faire cavalier seul sans avoir besoin du médecin interniste. Le médecin interniste ne peut pas faire cavalier seul sans avoir besoin du néphrologue. Et quand tout se complique, on appelle les anesthésistes, les réanimateurs pour nous aider. Et donc, sur ce, je vous remercie et je repasse la parole à Dr. Fassinou. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, j'ai lu dans le chat, quelqu'un a écrit magistral et l'autre a écrit merci, professeur, pour votre présentation. L'autre a écrit très digeste comme présentation. Merci, j'aime et bravo. Et moi, je dis, c'était franchement un cours vraiment magistral et c'était très, très bien présenté. Merci vraiment et on vous félicite pour la manière dont vous nous avez communiqué le savoir avec autant de pédagogie et surtout avec une approche bien définie, vraiment d'aller à l'essentiel et de ne pas nous faire les rappels anatomopathologiques, physiopathologie, diagnostic et tout ça. Je pense que vous aviez dit vraiment ce de quoi nous avons besoin. Et pour ça, nous vous disons encore une fois merci. Je vais passer la parole à tous ceux qui sont dans l'auditoire. Si vous avez des préoccupations, si vous avez n'importe quoi à dire, des questions, des partages d'expériences, il suffit de lever la main et ce sera un plaisir pour moi de vous passer la parole. Je vais demander également humblement à toutes les personnes qui écrivent dans la messagerie des questions de bien vouloir lever leur main et je vais vous laisser la parole parce que c'est un peu difficile de gérer les deux au même moment. Donc, je vais vous passer la parole. Vous allez vous présenter, nous dire votre pays d'origine, ce que vous faites et poser ensuite de façon succincte vos questions. Je vais commencer par Monsieur Moussa Senoussi. Merci. On va passer la parole. Nous remercions le professeur pour cette belle présentation. Nous sommes conscients que l'hypertension artérielle, c'est un sujet vaste, mais l'essentiel dans cette présentation a été vraiment bien passé et on a compris. Et je vais directement aller à mes préoccupations. J'ai compris de cette présentation que la prise en charge de l'hypertension artérielle n'est pas seulement prendre en charge les chiffres, mais c'est prendre dans sa globalité en mettant l'accent sur le facteur de risque cardiovasculaire. Et en deux mots, j'ai compris que c'est être optimal et essentiel. Et maintenant, tout a été débattu pour la prise en charge. Mais qu'en est-il de ce malade qui vient aux urgences avec des chiffres tensionnels qui sont tellement élevés, souvent avec même atteinte des organes cibles, ce qu'on appelle les urgences hypertensives? Est-ce qu'il y a un protocole qui est aussi déjà pour ce genre de prise en charge? Parce que beaucoup plus nous pratiquons la médecine générale. Souvent aux urgences, on reçoit avec des patients qui ont des chiffres tensionnels qui sont la systole supérieure à 200, diastole supérieure à 120. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire aux urgences avant d'orienter vers le cardiologue?
Et en ce qui concerne aussi la prise en charge spécialisée de l'hypertension artérielle, nous autres, nous avons toujours adressé ce patient au cardiologue parce que c'est l'hypertension artérielle, c'est le cardiologue qui enseigne toujours dans les facultés de médecine. Mais souvent aussi, les néphrologues disent que si l'hypertension artérielle est assurée par le néphrologue, la prise en charge sera meilleure. Moi, je dirais pourquoi dans ce cas n'est pas vraiment confié au médecin interniste vu que ça prend en charge tous ces organes. Merci. Merci, Monsieur Moussa, sauf que vous ne vous êtes pas présenté. Merci encore. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire. Si c'est le cas, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je peux répondre? Je vais bien vous demander de me permettre de prendre 5 personnes ou si vous pensez y aller directement, on peut le faire aussi. Mais 5 personnes auraient pu nous permettre d'éliminer plus de personnes, mais je vous laisse décider. Ben, c'est comme vous voulez, hein, parce que moi, j'aime bien les actions-réactions. D'accord, ben je vous laisse y aller alors. Voilà, donc pour Dr Moussa, alors, les élévations des chiffres tensionnels aux urgences. Ça, là, on rentre dans le cadre de deux choses, soit les poussées hypertensives, soit les urgences hypertensives. Mais quand vous avez prononcé le nom d'urgence hypertensive, on peut en parler jusqu'à demain. En fait, une urgence hypertensive, c'est justement l'élévation des chiffres tensionnels très élevés. C'est des 18-12 que vous recevez aux urgences et qui engagent rapidement le pronostic vital d'un organe. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui vient aux urgences avec des chiffres tensionnels de 18-13, avec un syndrome coronarien aigu, avec un œdème aigu du poumon, avec une dissection de l'aorte, avec un accident vasculaire cérébral hémorragique, ou bien une femme qui fait une éclampsie. D'accord? Et ça, il y a une prise en charge maintenant spécialisée et parfois, même ces patients finissent en réa. Cette prise en charge, par exemple, si c'est un syndrome coronarien aigu, on appelle le cardiologue et le patient est pris en charge en unité de soins intensifs cardiologiques. Parce que je vous ai dit, urgence hypertensive, ça engage le pronostic vital dans les heures qui suivent si rien n'est fait. S'il inonde son cerveau, accident vasculaire hémorragique, là, il peut engager dans les minutes à venir, dans les heures à venir si rien n'est fait. Et en général, ils finissent en réanimation. On dépasse même le cadre du neurologue. Et donc, il y a autre chose également, l'HTA maligne. Bon, ça, c'est une urgence moins urgente parce que parfois, on a le temps. Mais ça, comme on appelle ça, ça bousille le rein c'est en général une acutisation des chiffres tensionnels antérieurs. C'est des hypertendus non observants ou bien qui se déshydratent ou bien au décours d'une infection qui viennent avec une diastolique très élevée, une atteinte rénale rapidement progressive. Et ces gens, ben, il faut appeler le néphrologue. Et donc, pour aller directement vers la deuxième question, est-ce que c'est pris en charge par le cardiologue, par le néphrologue? Moi, je me dis tout le monde. Alors, à l'état actuel des connaissances et dans notre contexte africain, je pense on gagnerait plus à travailler ensemble. Moi, je ne dirais pas néphrologue cardiologue. Je ne mets pas de cloison, de barrière. Et peut-être c'est mes collaborateurs qui m'écoutent le savent. Chaque fois qu'il y a besoin, il faut appeler le collègue. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Un cardiologue, par exemple, ne doit pas s'amuser à prendre en charge seul un diabète, un hypertendu qui a un diabète et une atteinte rénale. Il faut une prise en charge multidisciplinaire. Donc, si un hypertendu est diabétique, quand bien même il a son médecin interniste, mais il doit aller faire un tour chez le diabétique et chez le cardiologue. Mais ça, c'est son médecin traitant qui doit avoir la présence d'esprit de demander un avis, de faire une prise en charge multidisciplinaire avant que ça ne soit trop tard. Parce que souvent, les patients arrivent trop tard. Une aisance cardiaque, qu'est-ce qu'on a fait? Comme ce qu'on appelle, on aime dire, cardiopathie hypertensive, ils sont essoufflés, ils ont des œdèmes, ils sont fatigués, mais ils sont bien passés par une hypertension artérielle méconnue ou bien connue, non traitée ou bien traitée et non contrôlée. Et cette atteinte cardiaque, souvent, s'associe à une atteinte rénale, vu le mécanisme de l'atteinte des organes cibles de l'hypertension. Et qu'est-ce qu'on en fait? On le garde chez nous? Non. On le prend en charge sur le plan cardiaque, mais on l'envoie aussi chez le néphrologue. Donc, pour répondre à votre question, c'est tout le monde en fonction de la pathologie qu'on a vue. Dès que l'HTA a des complications, il faut passer là. Maintenant, une hypertension simple, traitée, non compliquée, risque cardiovasculaire bas ou modéré,
Ou bien, si vous êtes à l'aise, le médecin généraliste prend en charge, mais passe la main dès qu'il voit quelque chose, justement pour éviter d'avoir pourtant ces urgences hypertensives que l'on voit tous les jours, ou bien ces atteintes d'organes cibles irréversibles. Merci. Je pense avoir répondu à vos préoccupations. Je redonne la Merci parole à Dr. beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Coco Denis. Merci de vous présenter, de nous dire votre pays d'origine et de poser vos questions. Merci à ça, Kokou Denis Gisselin, médecin généraliste résident à Libreville au Gabon. D'entrée de jeu, merci au professeur pour ce partage. Vous avez été plus que magistral, vous nous avez transmis votre passion. Merci encore. On ne veut pas oublier notre hôte. Merci à toute l'équipe RIMA. Alors, espérons que cette initiative se porte encore plus haut à l'avenir. Pour revenir à ma question, c'est par rapport aux différentes modalités HTA blouse blanche et HTA masqué. Et étant donné que vous avez dit que ces deux types, euh, ces deux identités ont une forte propension à devenir plus tard, à pousser le patient à l'HTA. C'est vrai que vous avez parlé de ça dans l'un des tableaux de la conduite à tenir, mais je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la prise en charge concernant le suivi et les mesures hygiéno-diététiques. C'est vrai que j'ai déjà une partie de la réponse, mais je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus. L'autre question, c'est, professeur, qu'est-ce que vous pensez des tensiomètres à mesure au poignet? C'est vrai que ça avait été discuté un moment, et souvent, dans nos familles, c'est ce que nos patients ont. On leur propose de prendre celui à mesure au brassard, mais bon, souvent ils sont limités et vu qu'ils l'ont déjà, on fait avec. Mais qu'est-ce que vous en pensez exactement? Merci. Professeur, vous pouvez y aller directement à chaque fois. Merci, docteur. Merci, docteur Assa, pour vos questions. Alors, on revient sur ces deux notions d'HTA blouse blanche et d'HTA masqué. En fait, c'est l'intérêt un peu d'aller au-delà des prises des chiffres de pression artérielle au cabinet. Je m'explique. Par exemple, pour l'HTA blouse blanche, la personne peut venir chaque fois, lorsqu'il est devant son médecin ou bien il rentre même à l'hôpital, ses chiffres tensionnels sont élevés. Cette hypertension artérielle blouse blanche peut se faire voir, enfin, elle peut se voir chez une personne qui a des chiffres tensionnels normaux, entre guillemets, parce que dans sa vie de tous les jours, si vous n'êtes pas avec lui, vous ne pouvez pas avoir une appréciation des chiffres tensionnels. Mais aussi, chez même nos patients hypertendus traités, parfois ils sont devant nous et la prise des chiffres tensionnels le jour du rendez-vous montre des chiffres qui dépassent 140, 90, quand bien même qu'ils sont traités. Et le fait de faire une mesure ambulatoire, une mesure continue sur les 24 heures des chiffres de pression artérielle montre que dès qu'ils vont sortir de votre cabinet, dès qu'ils vont quitter l'hôpital, les chiffres tensionnels vont se mettre à baisser. Et donc, c'est pourquoi même dans l'interprétation de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, on dit d'enlever les 2 à 3 premières mesures, les 2 à 3 premières mesures. Ça, c'est l'HTA blouse blanche. Et on dit que celui qui n'est pas encore connu hypertendu et qui a une notion d'élévation des chiffres tensionnels quand il vient à l'hôpital, donc l'HTA blouse blanche authentique pour être puriste, dans l'avenir, ils seront hypertendus. Il y a une prédisposition pour qu'ils soient hypertendus parce que déjà, le fait d'être stressé par l'environnement élève les chiffres tensionnels. Maintenant, l'autre sœur de l'HTA blouse blanche, c'est l'HTA masqué. Elle, c'est le contraire. On prend la tension. Excusez-moi, monsieur. Il y a quelqu'un qui parle. Oui. L'hypertension artérielle masquée, c'est celui qui, quand il vient au cabinet, il se sent bien avec docteur Assa, il est rassuré, ses chiffres tensionnels ne montrent rien. Dès qu'il sort, il est à l'école, c'est un enseignant, il est chez lui, ses chiffres tensionnels se mettent à monter. Maintenant, comment objectiver cela? On ne peut objectiver que par la mesure ambulatoire de la pression artérielle ou bien l'automesure tensionnelle à domicile. Ça veut dire le patient qui se prend ses chiffres tensionnels lui-même. Donc, pour être en tout cas optimal, l'essentiel c'est de traiter les patients, mais pour être optimal, on demande un enregistrement de la pression artérielle sur les 24 heures pour voir si c'est de l'HTA blouse blanche seulement, si on ne va pas démasquer une HTA masquée. Et il y a ces patients également qui viennent chez nous et ils ont déjà une atteinte rénale. On dit, mais pourtant, il n'est pas connu hypertendu. Ces patients peuvent
être victimes d'une HTA masquée. Ça veut dire que chaque fois qu'ils ont été à l'hôpital, les chiffres tensionnels ont semblé être corrects. Alors qu'en fait, 22 heures sur 24, le chiffre tensionnel dépassait les seuils voulus. Et donc, ils viennent au stade de complication. Donc, même les médecins généralistes, je vous exhorte au dépistage, à l'inclusion, ou bien chez vos patients même traités, de demander un enregistrement continu, une MAPA, pour en savoir un peu plus. Quelqu'un qui se plaint de céphalée, de vertige chez vous, et puis des petits signes de Dieu la foi, vous prenez la tension, bon, il y a un petit 85 de diastolie, il y a un petit 140 de systolique. Allez vers la MAPA pour voir réellement si ces chiffres tensionnels sont élevés dans plus de 50% des cas, si c'est diastolique, si c'est systolique, ou bien même dans la nuit, quand ils dorment réellement, s'ils baissent leur chiffre de pression artérielle, pour être optimal, pour mieux prévenir les complications liées à l'hypertension artérielle. Donc, et la MAPA facile. Et donc, qu'est-ce que je pense, justement, comme j'ai parlé de mesures ambulatoires de la pression artérielle, de l'automesure tensionnelle à domicile, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Si le patient a déjà son brassard au poignet, laissez-le avec son brassard au poignet. Mais moi, personnellement, je préfère les brassards au bras. Parce que les brassards au poignet, il y a des techniques de prise. Il faut que le patient soit éduqué, entre guillemets. On accroche le brassard au poignet, il faut s'asseoir sur une chaise, avoir le dos au repos, donc s'asseoir, être à l'aise, s'accouder à une table, et il faut que le brassard au poignet soit au niveau du cœur. Donc, on n'accroche pas le brassard et puis on a le bras tendu ou bien la main pendante. Parfois, ça peut fausser les prises parce que c'est périphérique. Donc, il y a des conditions de prise. S'il vient et puis il a son brassard au poignet, vous le laissez avec son brassard au poignet. Mais si c'est vous qui devez lui prescrire, moi, en tout cas, je conseille et j'exhorte les gens à prendre la tension au bras avec un brassard adapté. Et chaque fois que vous avez prescrit un tensiomètre à votre patient, regardez si le brassard qu'on lui a servi est adapté à sa corpulence. Mais pour le brassard au poignet, bon, ils peuvent faire la surveillance tensionnelle à la maison, mais à condition de respecter les conditions de prise. S'ils sont allongés, ils mettent le brassard, par exemple, au poignet droit, ils prennent l'épaule contralatérale pour qu'au moment de la prise, que le brassard soit au même niveau que le cœur. S'ils sont assis, ils doivent s'accouder à une table pour que le brassard soit au même niveau du cœur. Donc, comme il y a beaucoup de techniques, de conditions de prise qui doivent être réunies pour le brassard au poignet, moi, je ne l'encourage pas. Mais aussi, bon, si le patient vient et puis c'est ce qu'il a, il ne faut pas lui dire d'aller acheter un brassard parce que parfois, il faut prendre en compte le pouvoir d'achat de certains patients. Mais moi, j'opte pour le brassard électronique au bras adapté à la corpulence du patient pour l'automesure tensionnelle à domicile. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est le tour de monsieur ou madame Ilboudo. C'est bien ce que je lis, Ilboudo. Oui, merci. Bonjour. Merci beaucoup, professeur. Je suis Madame Ilboudo Boulou Aguera, médecin généraliste vivant au Burkina Faso à Ouagadougou. Et moi, j'avais une suggestion à faire. Et parce qu'au niveau de la direction de la lutte contre les maladies non transmissibles du Burkina, on voit qu'il y a une formation continue qui est donnée aux médecins généralistes par rapport au diabète. Donc, les médecins des différentes provinces sont convoqués à Ouagadougou pour une formation de façon périodique. Pourquoi ne pas voir aussi la possibilité de le faire aussi pour l'HTA? Merci. Merci, docteur Boulou, que je connais très bien, qui fait partie de mon équipe, si je peux parler ainsi. Ben, je suis d'accord, hein. Ben, s'il y a des besoins de formation, moi, c'est avec plaisir. Vous n'avez qu'à faire la demande ou bien les personnes qui sont habilitées à faire la demande. Parce que moi, je pense que l'avenir de la médecine africaine, c'est dans la formation continue, c'est dans les EPU. Parce que, je vous ai dit encore, vous êtes les premiers, vous êtes l'interface entre les spécialistes et la population. Et donc, un médecin aussi, même nous, enseignants-chercheurs, on fait des études jusqu'à la mort. On est au courant
on essaie d'être tout le temps au courant de ce qui se fait, qu'est-ce qui a changé, comment nous pouvons améliorer nos pratiques. Et améliorer nos pratiques passe par la formation continue. Donc, moi, bon, vous me connaissez très bien. S'il y a un besoin, il suffit juste d'appeler et c'est avec un grand plaisir que je viendrai partager mon expérience parce que souvent, c'est des partages d'expérience. Parce que parfois, moi, je suis perchée sur ma cardiologie, mais parfois, il faut aller sur le terrain pour comprendre certaines choses. Et la prise en charge de ces pathologies, je vous ai dit encore, ça commence sur le terrain avant d'arriver au sommet. Parce qu'en général, quand on vient chez le cardiologue, on est vraiment souffrant du cœur, des vaisseaux ou bien du cerveau. Donc, je suis là. Mon téléphone est là. Votre direction, vous pouvez voir la personne qui est habilitée à inclure ces formations et moi, en fonction de ma disponibilité, que ça soit physique ou par Zoom comme aujourd'hui, on peut échanger. C'est juste 2 petites heures et si ça peut améliorer nos pratiques et nous permettre de nous comprendre autour de la prise en charge de nos patients, c'est avec plaisir, Boulou. Et tu me connais. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous allons rapidement donner la parole à Dr. Charles Jonathan et puis après, ce sera le tour de Monsieur Mohamed. Dr. Charles, vous avez la parole. Et bonjour Rima, bonjour à la communauté Rima et bonjour professeur. Mon nom c'est Dr. Jonathan Charles et je suis médecin nutritionniste fonctionnel. En fait, c'est moi qui ai écrit magistral lorsque le professeur parlait des enfants ou encore des parents qui gavaient les enfants de produits ultra transformés, de produits salés, des chips, des produits sucrés. Parce que généralement, bon, dans la médecine conventionnelle, on parle souvent des maladies, mais nous, dans notre approche de médecine fonctionnelle, on part plutôt à la base parce que une tension artérielle ne survient pas du jour au lendemain. C'est pour cela que dans les bases, dans nos différentes approches, et la façon dont vous nourrissez vos enfants dès la maternelle, et cela a une incidence sur l'hypertension jusqu'à l'âge adulte, en parlant des produits ultra transformés, des bonbons, des produits dans des boîtes de conserve remplies de sel trinitré, etc. Et c'est pour cela que lorsque le professeur parlait de l'alimentation, des mesures hygiéno-diététiques, maintenant ça c'est mon domaine et c'est pour cela que je voulais aussi féliciter parce que cette approche, on l'oublie souvent, mais je crois que c'est l'alimentation qui doit gérer toute autre chose et merci encore au professeur. Bon, je suis en Haïti, un pays de la Caraïbe en Amérique, c'est un petit frère d'Afrique et je vous félicite et bonne continuité. Merci beaucoup, Merci. docteur Charles. Avant que le professeur ne parle, je voulais profiter de Oui. votre intervention et vous demander, on ne sait jamais, si un jour vous avez envie de nous parler de votre spécialité et de nous parler de comment bien manger, ce sera avec plaisir que je viendrai vous dénicher pour ça. Bon, Voilà. je serai disponible et une fois que Rema fera la demande et on va planifier pour ça. Mais la demande est faite, ne vous inquiétez pas, la demande est toute bien faite. Docteur Charles, vous êtes de quelle nationalité, s'il vous plaît? Je suis haïtien, je suis né en Haïti. Super. Vous exercez là-bas? Oui, j'exerce en Très Haïti. bien. Alors, juste pour vous dire que vous êtes une bénédiction pour votre pays. Parce que je fais partie des personnes qui pensent que l'avenir de la prise en charge de l'hypertension repose sur le bras ou bien sur les épaules des médecins nutritionnistes. Donc, moi aussi, je vous encourage, je vous félicite, hein, et je vous exhorte à faire cette sensibilisation au niveau de vos populations parce que, comme on dit, la prise en charge de la plupart des pathologies chroniques et même les cancers commence dans l'assiette. Le devenir d'une population commence par les enfants. Et donc, là, on a les chiffres qui montent pour l'Afrique. Je me demande, avec tous les enfants obèses, avec tout ce qu'ils mangent, avec les goûters qu'on leur donne, avec le fait que les gens ne veulent pas travailler en équipe, où va cette population? Parce que moi, personnellement, j'ai dans mon équipe de prise en charge un médecin nutritionniste et je n'hésite pas
à lui demander. Je me suis intéressée à la nutrition. Je donne même quelques cours de nutrition dans un institut. Mais chaque fois, je leur dis, médicaments, oui, mais style de vie, d'abord. Parce que l'avenir de la médecine tout entière repose sur le changement de style de vie. Et donc, vraiment, merci pour l'intervention et je pense que nous nous comprenons, vous et moi. Merci. Exactement, exactement. Alors, merci et puis bon week-end et Bon week-end, on se merci. parlera. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Mohamed Fat. Bonjour, professeur. Merci pour cette belle présentation qui est d'ailleurs très brillante et d'allure très pratique. Moi, c'est Mohamed Lamine Fall. Je suis un étudiant à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. Je suis sénégalais, bien sûr. Bon, je voulais juste intervenir par rapport à notre contexte, nous étudiants qui avons l'habitude de faire des consultations gratuites dans les villages. Parfois, certes, on est doté d'antihypertenseurs, mais lorsqu'on reçoit le patient, on n'est pas trop rassuré des conditions de prise de la tension artérielle, mais aussi est-ce que le patient fait un blood blanc. De toute façon, en tout cas, il y a un problème diagnostique qui se pose. Du coup, il y a l'horreur de donner un antihypertenseur qui peut verser le patient dans une hypotension artérielle, ou même parfois on a peur, est-ce que le patient va contrôler sa tension artérielle normalement, des choses comme ça. Du coup, je voulais savoir quelle est la conduite à tenir, vu que si ces patients-là, si on les demande de revenir dans les structures de santé, en tout cas pour un bilan ou pour le contrôle de la tension artérielle, ils ne vont pas faire parce qu'ils sont dans des conditions précaires, vu aussi qu'ils habitent loin, ça pose un peu problème. Moi, en tout cas, l'attitude que j'avais l'habitude de faire, c'est lorsque je demande au patient si on lui avait annoncé une fois qu'il a une hypertension artérielle, c'est dans ces cas-là que je donne un antihypertenseur, ou bien lorsque je recueille des signes de Dieu la foi ou des trucs comme ça. Je voulais savoir quelle est la bonne pratique devant ces cas-là. Merci. Merci, docteur Fall. Ben, merci. Bonjour au Sénégal là-bas. Ah oui, le docteur ne s'est pas présenté, mais je Ah me suis oui, dit, c'est le Sénégal. oui. Alors, je vous dirais que d'être rassuré parce que, et je vous félicite parce que vous avez parlé de campagne de dépistage et c'est des choses à encourager. Mais les campagnes de dépistage, en général, ça doit être encadré. C'est vrai, il y a des étudiants en médecine, mais en général, ils ont leur grand frère, leur maître dans l'équipe. Donc, pour moi, toute campagne de dépistage, il y a une mise en œuvre, il y a un accompagnement, voilà, il y a la disponibilité des médicaments en général. Et donc, les dépistages de masse, il y a une philosophie. On dépiste l'hypertension, on a des chiffres, mais parfois les conditions ne sont pas réunies. On part dépister, on a un aperçu global. Maintenant, parfois, dans les dépistages, moi, il m'est arrivé quand j'étais étudiante en médecine, parce que je sais qu'au Sénégal, on fait beaucoup, beaucoup de campagnes de dépistage, mais après, il faut une prise en charge derrière. Il nous est arrivé de prendre comme ça des chiffres tensionnels. Moi, une fois, je me souviens, j'ai pris chez une dame, elle avait 24-14 de tension. Moi-même, je mettais en doute ce que j'avais fait. Je me suis dit, ben, écoute, est-ce que j'ai bien pris? Ça m'a mis plein de doutes. Mais effectivement, la dame avait 24-14. Heureusement, comme notre équipe était structurée, j'ai appelé un des médecins assermentés, généralistes qui était là, qui a confirmé les chiffres tensionnels. On l'a mise au repos, c'était élevé. Ben, cette dame, on lui a donné d'emblée des antihypertenseurs, mais on lui a donné un papier, un bulletin de référence derrière. Et il faut que la référence, il faut une continuité dans les dépistages. On dépiste, on trouve des chiffres tensionnels très élevés, on traite d'emblée. On trouve une HTA grade 1, on a le temps d'adresser le patient dans une structure de santé. Mais il faut que les structures qui les reçoivent soient disponibles, averties, et il faut qu'elles aient aussi les moyens après de continuer la prise en charge. Parce que c'est bien de dépister l'hypertension de quelqu'un, mais si derrière, il n'y a pas de prise en charge, le patient sera découragé. Le lendemain, il va aller, on va lui dire, bon, paie ton ticket 500 francs, alors qu'il n'a que 200 francs dans sa poche, il va abandonner. Donc, pour moi, il y a toute une stratégie d'action pour les dépistages parce qu'après avoir dépisté, il faut prendre en charge. Et souvent, ce qui se passe, et je comprends très bien votre question,
vous prenez et les chiffres tensionnels sont très élevés. Donc, de façon pratique, je vais vous donner deux cas de figure. Vous prenez la tension d'une personne lors d'un dépistage. C'est vrai qu'ils ont attendu, ils sont fatigués, c'était dans une mosquée ou bien c'était en population normale, ils sont fatigués, il y a le soleil qui est chaud. Vous prenez un 18-12, c'est élevé. Donc, vous l'isolez, vous dites, papa, maman, venez vous asseoir à côté, il faut que je le contrôle. Vous le mettez au repos, vous le rassurez, vous demandez s'il a eu une activité physique, s'il a bien dormi, vous le rassurez et vous reprenez les chiffres tensionnels, ça confirme votre 18-12. Vous ne pouvez pas le laisser partir sans antihypertenseur. Vous ne connaissez pas son état rénal, vous ne connaissez pas son état. Vous faites l'examen neurologique, bon, apparemment, il n'y a pas de complications cliniquement décelables. Vous avez de l'amlodipine, vous lui donnez. Vous avez une association amlodipine diurétique, il n'y a pas de risque de déshydratation au réduit, vous lui donnez, mais derrière, vous le récupérez pour une prise en charge rapide dès le lendemain. Il fait la queue pour se faire prendre la tension, il tombe. Il a fait un malaise. Vous prenez les chiffres tensionnels, il a 18-12. Vous avez mal où? J'ai très mal à la tête. Ce patient, vous le mettez dans l'ambulance et vous l'acheminez tout de suite dans la structure de santé la plus proche pour prise en charge éventuellement d'un AVC peut-être ischémique ou hémorragique parce qu'il a très mal à la tête, il a des vertiges, il a des chiffres tensionnels très élevés. Vous prenez un jeune homme, il a 35 ans, il a 40 ans, il fume, vous prenez sa tension, il a 140-90 de pression artérielle lors du dépistage, vous le mettez au repos 10 minutes, vous recontrôlez, il est toujours... Lui, il a le temps de venir dans la structure de prise en charge, on lui déroule le bilan minimal de l'OMS, on essaie de mieux comprendre s'il n'y a pas une cause derrière, on ausculte ses vaisseaux du cou, on ausculte en paroi ombilicale, on voit s'il n'a pas d'endocrinopathie, si ce n'est pas la cigarette seulement qu'il fume, combien de paquets à quelle quantité, et puis maintenant, il y a toute une prise en charge derrière. C'est pourquoi j'ai dit, on ne traite pas des chiffres tensionnels. Au dépistage, on met de côté les urgences hypertensives et on les prend en charge immédiatement. On stratifie aussi les chiffres de l'hypertension artérielle, les tensions grades 2, 3, on les traite d'emblée selon l'âge et selon l'existence d'autres facteurs de risque et on les récupère dans une structure déjà avertie pour le reste de la prise en charge. Les hypertensions maintenant légères, grade 1 chez les sujets jeunes qui ne semblent pas être, ils ont le temps aussi de consulter dans la même structure et leur plan de prise en charge. Il faut ce qu'on appelle en urgence pallier les urgences. Mais n'ayez pas peur, en tant que médecin généraliste, de donner un antihypertenseur à une hypertension grade 3 confirmée en dépistage. Mais n'oubliez pas que les dépistages se font toujours en équipe. Si vous ne vous en sortez pas seul, vous appelez le maître d'œuvre, vous appelez le grand frère généraliste, vous appelez le grand frère cardiologue qui est à côté pour vous donner des avis, pour mieux vous éclairer. Mais en tout cas, je félicite beaucoup les campagnes de dépistage menées souvent par les étudiants en médecine, structurées de façon plus fine vos équipes et aller vers les grands frères pour avoir des équipes d'accueil pour la continuité de la prise en charge. Parce que souvent, on dépiste et puis on laisse la population, voilà, avoir le comprimé. Le comprimé fini, il arrête, il va dire que le docteur était venu, ma tension était élevée, il m'a donné un comprimé, ben c'est fini, je m'assois chez moi, je suis guérie. Donc, faites une petite sensibilisation derrière et il faut une continuité des soins. Et pour cela, il faut bien structurer les équipes parce que moi, je crois au travail en équipe. Il ne faut pas qu'on soit en groupe, il faut qu'on soit en équipe. Voilà, merci, docteur Fall, et bonjour à Bombay, là-bas, à Ziguinchor. Merci beaucoup, professeur. Il y a une main levée, honnêtement, j'arrive pas à lire le nom. Donc, si la personne peut bien vouloir. Ouais, Oui, merci. bonjour, je me nomme Bonjour. Vianney, je suis étudiant en Russie et d'abord merci pour la conférence. Maintenant, ma question est, dans, lors de l'exposé du professeur, elle avait dit que euh, le stress faisait partie de l'un des facteurs des risques des maladies cardiovasculaires. Donc, j'aimerais savoir si la dépression en faisait partie aussi. Merci, docteur. Alors, on va revenir un peu au mécanisme. Il y a deux types de stress, hein. Je vous ai dit ça dans ma présentation tout de suite. Il y a le stress aigu.
et il y a le stress chronique. Et il faut qu'on Et, soit clair. Le stress en général, il faut comprendre l'histoire naturelle du patient, l'histoire clinique de la personne qu'on a en face pour comprendre son degré de stress. Il y a même des patients qui sont anxieux, qui vivent quotidiennement avec un stress sans savoir qu'ils sont même stressés. Alors, le stress aigu, ça c'est plus simple. Il y a un choc psychoaffectif, on a fait quelque chose, un enfant, on a perdu un être cher, mon enfant est malade, ça c'est un stress aigu qui vient, qui vous tombe dessus. Le stress chronique, de plus en plus, il y a de jeunes patients qui sont challengers, qui sont en entreprise, jeunes chefs d'entreprise, ils courent tout le temps, ils mangent n'importe quoi, ils ne dorment pas. Donc, si on ne mange pas comme il faut, on ne prend pas le soin de faire une activité physique, on a tout le temps le cerveau qui travaille. C'est un exemple que je vous donne. On ne dort pas assez. Ben, écoute, si on est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle, au lieu que l'hypertension essentielle ne commence après 45 ans, ça peut arriver plus tôt dans la vie du monsieur. Et donc, ce stress chronique, il faut comprendre d'où ça vient. Ça vient du travail, ça vient des challenges, ça vient de la vie sociale, ça vient de ceci, ça vient de cela. Mais malheureusement, on n'a pas de médicaments contre le stress. Et la seule chose qu'il faut faire, par exemple, devant un hypertendu jeune stressé, il va vous dire facilement, je ne dors pas la nuit. Je travaille tout le temps sur ma machine. J'ai toujours des chiffres à donner, des challenges, des défis à relever. L'autre va vous dire, je ne dors pas la nuit parce qu'il y a ma femme qui est malade, mon enfant qui est handicapé. En fait, si vous comprenez l'origine de son stress, vous pouvez l'aider à gérer son stress. Maintenant, la gestion du stress, le seul médicament que je connais jusqu'à présent, c'est de faire une activité physique régulière. C'est le sport, les méditations, les yogas pour prendre soin de soi. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de donner des hypnotiques, du Lexomil. Maintenant, un stress chronique peut conduire à une dépression. La dépression, maintenant, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est une pathologie qu'on soigne et on les soigne chez des spécialistes, chez les psychiatres. Parfois, des psychologues quand la dépression est légère, des psychiatres quand maintenant. Et c'est stratifié. Donc, bien sûr, un stress chronique, un stress aigu peut conduire vers une dépression. Et parfois, la frontière, elle est toute fine. Donc, aussi, il faut faire attention au patient, à son cadre de vie, à ses réalités, pour parfois mieux le prendre en charge. Parfois, ils viennent pour une simple élévation des chiffres tensionnels, mais derrière l'élévation des chiffres tensionnels, il y a même des gens qui sont partis jusqu'à se droguer. Et donc, ce n'est pas des questions qu'on pose toujours en consultation. Il y a des jeunes patients ils ont tellement été stressés, la pression sociale est tellement forte qu'ils s'abonnent à prendre des substances. Je vous ai déroulé un certain nombre de substances tout de suite, élevant les chiffres de pression artérielle. Mais si vous ne prenez pas le temps de faire un bon interrogatoire et de poser les bonnes questions, il ne va jamais vous avouer qu'il utilise telle et telle substance et vous savez que telle et telle substance contribue à conduire vers l'élévation des chiffres tensionnels. Et c'est parce qu'il a été stressé pendant longtemps, il a fait une dépression et il a trouvé recours vers ces choses-là. C'est pourquoi je vous ai dit un bon interrogatoire de votre patient, une bonne confiance, un bon contrat médecin-malade, un bon examen clinique. Et puis après, si vous avez tous les éléments, vous pouvez mieux prendre en charge votre patient. Donc, bien sûr, un stress chronique peut conduire à la dépression. Maintenant, la dépression étant une autre pathologie et ayant des protocoles de prise en charge. Ça, c'est le psychologue. Si c'est léger, par une psychothérapie de soutien, ou bien chez le psychiatre, quand on ne s'en sort plus, ou bien quand la d'accord, dépression, merci beaucoup. c'est ce qu'il faut. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions en attente. Donc, professeur, s'il n'y a pas d'autres questions, puisque vous devez continuer avec vos consultations, je vous laisse clôturer. Très bien. Donc, je remercie encore ce réseau et les admins, tous les organisateurs de ce cadre d'échange ce matin.
hein, docteur Passinou et tous les autres, les intervenants. Merci à tous pour l'intérêt porté à cette petite présentation et je souhaite que ça change un peu et que ça vous apporte quelques éclaircissements à certaines zones d'ombre. Et je reste disponible hein, à répondre encore à vos questions, à venir partager certaines expériences et à ce qu'on travaille en équipe pour l'avenir de la médecine africaine. Donc, merci à Rema, hein, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'encourage vos activités. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les mots gentils. Et ça me rassure de voir ces commentaires. Et donc, si il faut être content, il faut être utile pour être content. Je suis contente ce matin d'avoir été utile à vos yeux. Merci encore et je vous souhaite bon courage et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt sur ce réseau ou ailleurs. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous vous souhaitons bonne journée et bonne suite de communication à vous, de consultation à vous. Et je vais profiter pour vous informer que l'enregistrement et la documentation seront disponibles sur l'interface de Rema Learning. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne